Je ne vais pas passer par quatre chemins, je sais que ton plus gros problème c'est de trouver des clients. Je le sais parce que j'ai accompagné plus de 300 freelances en 2 ans, je le sais parce que ma messagerie est remplie de freelances qui s'en plaignent, et je le sais parce que moi aussi, je suis passée par là. Alors comment font ceux qui arrivent à trouver des clients? Est-ce qu'ils ont une méthode secrète? Un réseau de fous furieux? Sont-ils influenceurs? Non, c'est simplement parce qu'ils ont compris une seule chose fondamentale. Être freelance, ce n'est pas juste être prestataire de service, c'est avant tout être entrepreneur. C'est-à-dire que tu as une entreprise et dans cette entreprise, il y a des départements. Le département marketing, le département vente, le département communication, gestion de projet, comptabilité, etc., etc. Et le truc, c'est que les départements marketing et vente sont les plus importants. Car, tout simplement, ce sont ceux qui te ramènent des clients. Et sans clients, pas de business. Pourtant, tous les freelances qui se plaignent de ne pas trouver de clients sont aussi ceux qui ne mettent aucune intensité dans leur acquisition. Alors, pour répondre à la question du début de cette vidéo, comment font ceux qui arrivent à trouver des clients? Eh bien, ils appliquent les stratégies que je vais te partager dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Oran, on a accompagné plus de 300 freelances en 2 ans à structurer et développer leur activité. Et le système que je vais te présenter là, c'est le système qui tourne tous les jours chez mes clients, sur tout type de marché pour tout type de mission. C'est aussi le système avec lequel on a construit nos propres business, et au total, c'est plus de 600 000 € de chiffre d'affaires encaissé avec ce système en 3 ans. D'ailleurs, si toi aussi tu veux ce genre de résultat, on offre des sessions de diagnostic stratégique, tu peux regarder s'il reste encore des places en allant dans la description. Maintenant, on peut commencer. Alors, avant de rentrer dans les canaux, il faut comprendre pourquoi cette partie acquisition, elle se fait une fois qu'on a construit ton offre et pas en amont. Parce que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, envoyer 50 messages de prospection par jour, publier je ne sais combien de fois par semaine, si ton offre n'est pas claire, que ta différenciation est inexistante et que ton tarif est mal calibré, alors tes efforts d'acquisition, ils sont vains en fait. C'est exactement comme si tu remplissais un verre d'eau troué. Donc l'eau qui rentre, c'est tous les efforts que tu mets en place, côté acquisition, c'est cool, mais les trous, c'est le fait que ta structuration n'est pas correctement finalisée. Et donc, tant que tes trous seront là, tu pourras mettre autant d'eau que tu voudras dedans, ça finira toujours par fuir. J'aime bien cette analogie parce que c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement, c'est les freelances qu'on accompagne, qui ont des bons résultats en acquisition, qui en soi font des calls, qui font de la prospection, qui mettent déjà en place des actions d'acquisition, c'est pas la majorité d'entre eux, mais c'est déjà une bonne partie, qui sont déjà présents sur LinkedIn et commencent à mettre en place du contenu, enfin bref, ils sont dans une routine quoi, mais ils ont pas une structuration carrée, et donc en fait, ils perdent du temps, ils perdent de l'énergie, ils perdent la confiance en eux à mettre en place tout ce qu'ils mettent en place. Parce que un prospect en fait, qui tombe sur ton profil LinkedIn, si on parle de LinkedIn, qui tombe sur ton portfolio, si tu l'amènes via de la prospe, ou bref, peu importe, il doit comprendre en 5 secondes ce que tu fais, à peu près. C'est vraiment le principe du temps d'attention d'un prospect, que ce soit sur un site internet ou autre. Donc, il doit comprendre ce que tu fais, pour qui, pourquoi, et comment aussi tu mets en place ça, et tout le reste, ça devient 10 fois plus efficace parce que tu as en fait le noyau qui est suffisamment solide pour que le reste, donc les actions d'acquisition que tu vas mettre en place, soient des effets composés par rapport à la projection que ton offre permet de faire à ton prospect. Et tant que je parle des fondations, je veux casser tout de suite l'excuse numéro 1 qui est que le marché il est saturé, c'est normal que j'arrive pas à trouver des clients, je dois juste redoubler d'efforts. Oui, il faut mettre en place des efforts d'acquisition, ça c'est sûr et certain, les leads vont pas tomber du ciel. Mais non, ton marché n'est pas saturé. Le marché n'est pas saturé, il est en pleine évolution. Il est saturé par contre de messages marketing qui sont inexistants ou identiques. Parce que tout le monde promet la même chose aujourd'hui. Et tout le monde promet des choses qui sont aberrantes, genre j'augmente ton taux de conversion grâce à une LP bien designée. Jamais de la vie. En fait, il y a trop de bruit. Et donc, si tu as une offre claire qui est lisible et qui correspond à un vrai besoin, ça reste rare. Mais encore une fois, et ça je t'invite à voir la vidéo complète que j'ai fait au sujet de la construction d'une offre qui dure 1 heure ou 1 heure et demie, je sais plus, que je te mettrai dans la description. La construction de ton offre, elle dépend de ton marché en fait. Et c'est exactement la place que tu es censé prendre via ton acquisition. Mettre en avant auprès de ton marché une offre qui correspond à leurs besoins pour augmenter en fait tout ton taux de réussite de manière générale. Donc, si t'as pas fait cette partie précédente, je t'invite à mettre cette vidéo en pause. Va dans la description, clique sur le lien de la vidéo sur l'offre et concentre-toi d'abord sur cette partie, histoire d'être sûr de faire les choses étape par étape et les choses correctement. Donc retiens bien cette analogie parce que pour moi c'est le meilleur schéma qui permet d'illustrer une implication de la part d'un freelance, mais sur les mauvaises bases, ou tout du moins des bases qui sont vraiment pas construites. Donc, maintenant que tu vois un petit peu tout ça, je vais te décrire le cycle, qui est pour moi le cycle représentatif de la vie de la majorité des freelances. Et je suis sûre que si tu es honnête avec toi et que tu te poses la question, une fois que j'ai fini de te présenter ça, tu me diras, tu peux me dire ça dans les commentaires, que tu connais en fait cette situation. C'est le cycle qu'on a appelé Feast and Famine. En gros, c'est quoi? C'est une maladie, si je peux dire ça comme ça, c'est abusé, mais dans l'idée, qui fait que concrètement, constamment, tu restes dans un cercle vicieux de non-évolution, de stagnation ou de dégringolade. Donc avant de te le décrire, je veux qu'on comprenne pourquoi il existe. Quand on analyse les freelances qui stagnent, on va toujours trouver les mêmes causes. En gros, la première, c'est qu'il n'y a pas de stratégie, il y a des périodes. C'est-à-dire,
Ok, là c'est bon, sujet de terre, j'ai vu 15 vidéos sur la prospection, j'ai envoyé 50 messages de prospection. Trop d'intensité, pas assez de stratégie, pas assez d'éléments de différenciation. En plus tes fondations elles sont pas solides, tu vas juste perdre en énergie et abandonner au bout d'une semaine alors que en fait les résultats tu les vois pas en un claquement de doigts. Donc tu fonctionnes vraiment en période. Et après t'as d'autres semaines, genre la semaine où tu postes, la semaine où tu te concentres sur tes clients, la semaine où tu te remets en question, la semaine où t'es en PLS, peu importe. Et du coup, une semaine sur deux, il y a un nouveau truc. Et donc si tu changes constamment plusieurs fois par mois de stratégie, déjà ça peut pas s'appeler une stratégie. Et surtout, évidemment, que tu ne peux pas analyser les résultats, tu peux pas avoir de résultats qui tiennent sur le long terme parce que le principe d'une stratégie, c'est que ça dure dans le temps. Ensuite, la deuxième chose, c'est la dépendance d'un seul canal d'acquisition, notamment le bouche à oreille. Bon, déjà, le bouche à oreille, à proprement parler, n'est pas un canal d'acquisition, parce qu'un canal d'acquisition, c'est quelque chose qui dépend dépend de toi. Là, le bouche à oreille, oui, ça dépend de toi, dans le sens où ça dépend de la qualité de ton travail, mais si demain, tes clients, ils parlent plus de toi, t'as plus rien qui rentre. Tu peux fournir autant d'efforts que tu veux, tu dépends d'humains que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas. Ou dépendre d'un seul canal d'acquisition, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier, et en fait, tu dépends d'un algorithme, et quand l'algorithme, il a fini de te donner l'heure, toi, t'as fini d'exister. C'est impensable. Tu peux pas penser stratégie en te focusant sur un seul canal. Et ensuite, troisième chose par rapport à ça, tout ton marché ne se situe pas à un seul endroit. Si, imaginons, je dis n'importe quoi, là, l'ensemble de ton canal d'acquisition, c'est Malte. Est-ce que l'entièreté des personnes de ta cible vont te chercher sur Malte ou peuvent se trouver ailleurs via d'autres stratégies? Pourquoi, dans ce cas-là, te contenter d'aller sur un seul endroit, qui plus est, un algorithme qui décide si oui ou non il a envie de te mettre en avant ou pas? Et ensuite, dernier élément par rapport à cette dépendance à un seul canal d'acquisition, c'est pas un seul canal d'acquisition, mais c'est la dépendance à un seul client. Il y a beaucoup de personnes sur le marché du freelancing qui se comportent comme des salariés, qui ont 60, 70, 80%, si ce n'est plus, de leur chiffre d'affaires qui dépendent d'un client. C'est pas du business, c'est du salariat déguisé. Oui, tu peux gérer un petit peu ton temps comme tu veux, mais en fait, le principe d'être indépendant, c'est que tu gères ton entreprise. Donc, tu dois trouver plus de clients. Sinon, c'est très bien après si ça te correspond, mais sur le long terme, c'est pas viable. Sur le long terme, tu construis pas un business, t'es plafonné, forcément. T'es salarié avec un petit peu plus de liberté qu'un salarié. Et quoique, parce que finalement, t'es salarié, mais t'as pas de congé payé, mais tu dois être réactif, mais t'es sur la sellette parce que, entre guillemets, en fait, t'as aucune sécurité, tu peux pas savoir quand est-ce que tu peux l'arrêter. C'est pas un business. Bref, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Mais, en tout cas, si tu fonctionnes de cette manière-là, c'est normal que t'aies un cycle vicieux qui se mette en place parce que soit tu dépends du bouche à oreille, donc tu dépends des autres, et ensuite ça s'arrête, donc t'es en PLS, etc. Soit tu dépends de périodicité de ton mood, on va dire, et donc quand t'es en bon mood, ça fonctionne, et quand t'arrêtes, forcément ça ne fonctionne plus, ou d'un seul client, et quand il dit ciao bye bye, c'est ciao bye bye sur l'entièreté de ton chiffre d'affaires. Troisième cause, c'est le positionnement faible. En gros, c'est un positionnement qui te rend comparable à tout le monde. Il y a des situations de marché dans lesquelles c'est difficile d'avoir un positionnement ultra différenciant parce que, encore une fois, tout dépend de ton marché, tout dépend de la personne à laquelle tu dois t'adresser et évidemment aussi tout dépend de tes compétences parce qu'à un moment, tu vas pas inventer des compétences que t'es pas capable de mettre en application. Mais c'est un positionnement faible et que t'as pas de différenciation qui se dégage de ce que toi tu dégages en fait, qui se dégage de toi. Évidemment, que tu vas avoir beaucoup plus tendance à être comparé aux autres et donc être comparé par rapport au prix. Et ensuite, quatrième élément qui explique l'existence de ce cycle sur lequel je vais arriver dans 2 minutes, c'est que tu n'as aucun système commercial. Même si tu fais pas ça, t'as pas toutes ces trois causes, t'as vraiment des strates que tu tiens sur le long terme, que t'es présent sur différents canaux d'acquisition, que tu penses avoir un élément différenciant dans ton positionnement, t'as pas de système commercial. Et en fait, c'est bien beau, et c'est déjà une belle étape, mais c'est bien beau de pouvoir faire entrer des leads, mais il faut les convertir, il faut les convaincre, il faut te vendre, il faut se vendre, il faut vendre les résultats de ton client. Il y a toute une partie commerciale à prendre en considération dans le travail du développement d'une activité d'indépendant. Et en fait, si tu as toute l'acquisition qui est cool, mais que la partie commerciale, elle est pas bonne, évidemment, tu vas te retrouver dans une situation qui est très difficile mentalement, où tu vas avoir des leads, tu vas avoir des appels, et derrière, tu vas avoir du ghosting, ou de la non-signature, ou désolé, on part avec la concu. Et du coup, t'es là, tu dis putain, c'est bon, j'ai des leads, je vais les signer, mais ils signent pas. Et donc, en fait, forcément, tu perds en confiance en toi, tu perds en motivation. Et même si t'arrives à continuer, tu vas pas continuer très longtemps parce que tu t'épuises. Et au final, tu perds de l'argent, d'autant plus parce que tu perds du temps à mettre en place des choses qui n'ont pas d'intérêt. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et là, le script de ce message, c'est pour moi l'exemple même d'une mauvaise stratégie et d'une mauvaise stratégie dans son entièreté. Et peut-être qu'en fait la personne s'est dit vas-y là j'envoie un maximum de messages à ce moment-là et il se trouve qu'elle m'envoie un message. Oran, dans le BTP, attirer, fidéliser les bons profils est devenu un véritable levier de performance. Je ne travaille pas dans le BTP. Et je suppose, parce qu'en fait j'ai des clients qui quand ils me partageaient leur écran sur LinkedIn, je suis tombée sur le même message, je suppose que c'est une personne, elle s'est dit vas-y là je bombarde, mais je bombarde sans stratégie, dans le vide, sans aucun élément de différenciation, sans aucune direction. Et je bombarde, mais en fait, je crame tout parce que je crame mes crédits, je crame de l'argent,
je me crame moi en temps et en espoir en investissant cette strat, et au final ça n'a aucune retombée. Bref, je voulais faire une petite aparté, c'est pas pour afficher la personne, mais c'est juste pour vous dire que en fait, le principe du business, c'est oui, de passer à l'action, c'est très bien, mais il faut quand même qu'il y ait une stratégie en amont pour que tu perdes pas ton temps et que tu ailles dans la bonne direction et que tu te grilles pas des cartes aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Petit aparté. Maintenant, là, on a les raisons de l'existence de ce cycle selon moi, enfin, en tout cas, les 4 causes à peu près qui expliquent la création du cycle que je vais te partager. Le cycle Feast and Family, c'est, selon moi, le cycle qui fait que le freelance reste toujours dans sa roue de hamster. Pourquoi ? Parce que, il dépend soit d'un seul canal d'acquisition, soit il a un positionnement très faible, soit il a pas de système commercial, soit il a aucune stratégie et périodicité. Je pense que la cause de la périodicité, c'est la cause la plus importante parce que, en gros, le cycle du freelance basique, entre guillemets, c'est quoi ? Phase de douleur, phase de résultat, le piège de delivery, le retour à la douleur, et on continue dans la roue de hamster constamment. Donc la douleur, c'est quoi ? C'est en gros, là, tu stresses parce que t'as pas assez de clients. T'as pas assez de clients, donc tu te remets en question, et donc tu te dis, vas-y, je m'y mets à fond, cette fois-ci, c'est la bonne, et je le fais sérieusement. C'est cool, en soi, la douleur est un bon moteur, parce que ça te permet de passer à l'action. Mais il n'y a pas de stratégie, il y a soit de la dépendance à un seul canal d'acquisition, soit tu te dis, vas-y, je m'y mets à fond pendant 2-3 semaines, et ensuite t'arrêtes, soit, encore une fois, les douleurs les causes qu'on a existé, ton positionnement, il est faible, et donc tu vas peut-être pas forcément attirer les bons clients derrière, et surtout, t'as pas de système commercial. Mais oublions la partie pas de système commercial. La phase 1, c'est donc la douleur. La phase 2, c'est le résultat. C'est que tu mets en place des actions, c'est cool, tu commences à avoir des premiers résultats et tu prospectes, tu publies, tu refais ton portfolio, tu refais ton site, enfin bref, peu importe les actions sur lesquelles tu as travaillé, qu'elles soient inutiles ou utiles. Partons du principe que tu as surtout travaillé sur les actions utiles de prospecter, de publier. Tu signes un client. Ok, c'est cool. Et là, tu vas te retrouver dans le piège ultime, c'est que tu vas te dire, bon, vu que de base, je réfléchis pas en entrepreneur, je réfléchis pas en stratégiste, là, j'ai du résultat. Ok, je peux arrêter mon acquisition et je me focus sur le delivery. Donc en gros, tu as du travail, tu te mets à optimiser, à surdélivrer, ce qui est très bien. Hein. Et d'ailleurs, il y a tout un système qui permet d'optimiser la delivery de tes clients. J'ai fait une vidéo à ce sujet que je mettrai également dans la description. Et donc en fait, le piège, c'est que tu te dis, puisque mon acquisition, elle dépend d'un seul truc ou que je fonctionne en période, vas-y, c'est bon, j'arrête, j'ai plus de stratégie dans tous les cas, ça a déjà porté ses fruits. Tu te concentres sur le delivery de ton client et là, eh bien, le piège se referme parce que tu as un client, tu as des deadlines, tu as du vrai travail, tu t'y mets et en fait, tu casses le système que tu avais commencé d'essayer de mettre en pratique. Tu trouves que quoi ? T'es freelance, t'es pas en CDI. Donc, ton contrat va forcément prendre fin. Et là, c'est le retour à la douleur. Tes missions sont finies, ton agenda il est vide, t'as plus de rentrée d'argent, c'est le retour à la caisse des pages, tu stresses, tu te remets en question. Ah mais non, ça va pas, ok, douleur, c'est bon, je passe à l'action, vas-y, je tente une stratégie que j'ai vu passer sur un post, je m'y mets à fond, j'ai quelques résultats, j'optimise pas mon processus, je me concentre de faire. Ensuite, dans tous les cas, j'aime pas trop l'acquisition parce que ça me demande, enfin, j'ai pas de stratégie, donc je me mets à délivrer et on recommence de manière infinie là-dedans. Et en fait, le pire avec ce cycle, c'est qu'il se renforce tout seul. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'à chaque passage par la famille, si on peut appeler ça comme ça, le retour à la douleur, tu perds ta confiance en toi. Tu acceptes des missions qui sont très certainement moins bien payées ici au moment du résultat parce que étant donné que t'as pas les bons systèmes, et forcément on va peut-être te comparer et donc tu te dis ouais mais en fait j'ai plus d'argent qui rentre, il faut que j'accepte ce qui doit être accepté parce que t'as peur du vide. Et ensuite c'est des missions qui te bouffent beaucoup trop de temps et vu que t'as pas de stratégie de delivery parce que t'as pas pris le temps de te pencher là-dessus parce que à chaque fois que t'avais du temps t'étais dans ce cycle de douleur et de résultat, et bien du coup ça te prend beaucoup trop de temps, donc le temps qui te reste tu le gardes pour toi et tu mets de côté ce qui va te permettre de te développer sur le long terme. Et en fait, t'arrives juste à la fin et tu recommences le cycle ad vitam aeternam. Donc, tu t'épuises. Et pourquoi, selon moi, c'est vraiment difficile de sortir de ce cycle tout seul parce que, en fait, c'est un cycle qui exploite le biais humain le plus puissant, si ce n'est un biais humain très puissant tout du moins. On répond à l'urgence, on répond pas à l'importance. En gros, c'est quoi ? C'est que quand un client il attend un livrable pour vendredi, c'est urgent. Mais quand toi, tu devrais envoyer 15 messages de prospection, je dis des chiffres au hasard, pour le développement de ta propre activité, là, c'est important, mais ce n'est pas urgent. Pourquoi ? Parce que ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ça dépend uniquement de toi. Et cette phrase de je reprendrai ce que j'ai commencé à mettre en place après cette mission, ou quand j'aurai fini, ou quand j'aurai le temps de m'y consacrer, c'est probablement la phrase la plus dangereuse du milieu du freelancing. Et donc, la seule façon de sortir de tout ça, c'est d'avoir un système qui te permet de continuer de développer ton acquisition sur le long terme avec une bonne stratégie, avec les bonnes actions, qui fait que si en plus tu optimises ton delivery, eh bien, même quand tu es en train de faire des missions, étant donné que tu as optimisé tout ton système, tu vas pouvoir continuer d'anticiper la fin de tes missions et donc d'avoir des nouveaux leads qui rentrent et donc d'avoir des nouveaux clients qui rentrent. Et au lieu d'avoir un cycle qui finit par soit stagner, soit descendre vers le bas, tu construis un escalier qui finit par augmenter de plus en plus. Tout du moins, ça dépend de tes objectifs. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de faire un petit calcul. C'est que
l'absence d'un système d'acquisition, ça ne va pas juste te coûter des clients, ça va te coûter beaucoup plus que ça. Ça te coûte tout le reste, en gros. Déjà, tes prix sont bloqués, tu peux pas augmenter tes prix. Pourquoi? Parce que quand un prospect arrive, t'as tellement peur qu'il parte que tu acceptes son budget sans négocier, ou alors que tu te brades directement sans qu'on t'ait rien demandé. Ensuite, tu acceptes des missions qui te plaisent pas, donc tu subis tes missions. Pour quelle raison? Parce que tu peux pas te permettre de dire non, parce qu'à un moment, il faut bien que tu remplisses ton frigo à la fin du mois. Ensuite, tu prends pas de vacances, t'as pas l'esprit tranquille parce que chaque semaine sans travail, c'est une semaine sans revenu. Et étant donné que tu n'as pas construit mais que tu as subi, t'as pas d'argent de côté parce qu'en fait, l'argent que tu avais de côté, il a été utilisé pendant ta période de creux. Et voilà, tu vis de cette façon-là. Et tu n'investis pas sur toi, sur ton business parce que tu sais pas si le mois prochain ce sera le bon ou si ce sera un mois à zéro. Donc en fait, nécessairement, si tu ne déclins pas, si ton business ne décline pas, il stagne. Donc en résumé, t'as potentiellement la compétence d'un expert, l'expert que tu es dans ton domaine d'activité, mais tu as le business, si on peut appeler ça un business, d'un débutant, d'un bébé freelance. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que quand tu bosses seul, tu portes à minima 3 casquettes. Au moment d'aller chercher des clients, tu as une casquette de marketeur, obligatoirement, parce qu'il faut mettre en place des actions d'acquisition pour aller rentrer en contact de ta cible et donc trouver du lead. Au moment où tu les convertis, au moment où tu rentres en call, au moment où le lead te dit vas-y, donne-moi un petit peu plus d'informations sur ce que tu fais. Là, tu dois mettre la casquette de vendeur. C'est-à-dire que tu dois mettre en place un système de vente qui va te permettre de convertir tes clients, de donner de la confiance, de te vendre, de te différencier des autres, etc., etc. Et au moment où tu délivres, là, tu as la casquette d'expert. Celle que, a priori, je l'espère, tu maîtrises déjà, mais tu as une différence entre la casquette d'expert qui maîtrise son job et la casquette d'expert qui délivre correctement et qui anticipe et gère son activité en parallèle. Donc, le problème, c'est que la plupart des freelances, ils mettent 100% de leur énergie sur la partie expertise. Mais t'es indépendant, t'es en auto-entreprise. Il y a quoi dans auto-entreprise? Il y a le mot entreprise. Tu dois impérativement, à minima, parce qu'il y a plus de casquettes que ça, mais impérativement te dire que tu dois développer ces 2 casquettes-là. Soit ça s'acquiert sur le long terme, au bout de plusieurs années, mais quand même en ayant en tête la stratégie que tu dois développer pour développer ces casquettes-là, soit tu montes en compétence sur ces compétences. Enfin, c'est normal pour tout le monde de monter en compétence sur son expertise. Mais quand tu es à ton compte, tu dois monter en compétence sur des compétences business qui vont te permettre, dans tous les cas, de vendre ton expertise. Enfin, c'est le b.a.-ba en fait. Et c'est vraiment dommage que personne n'en parle assez parce que la plupart des gens vendent le freelancing comme le rêve ultime. Oh, t'as une compétence, il y a des clients qui vont arriver à toi et tu vas pouvoir être tranquille pépère au bord de la plage. Bien sûr que non, bien sûr que non, il va falloir que tu développes ton activité, il va falloir que tu passes plus de 30% de ton temps à travailler sur ton business. Et c'est pas quelque chose de mal, hein, au contraire, c'est quelque chose de génial parce que ça te permet de construire ce que tu veux construire, d'augmenter tes prix si tu veux augmenter les prix, de monter en compétences en termes de delivery si tu veux monter en compétences en termes de delivery, d'aller chercher plus de chiffres, c'est ce que tu souhaites, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, t'es obligé de te former sur ces sujets-là. C'est primordial parce que sinon, en fait, tu pourras jamais délivrer et mettre autant que tu le souhaites cette casquette expertise parce que vu que tu n'auras pas les casquettes nécessaires en amont pour vendre ce que tu veux vendre, tu vendras jamais ce que tu veux vendre et donc tu ne pourras pas t'établir dans ton activité. Je veux pas être défaitiste, hein, mais c'est juste qu'à un moment il faut dire les choses en face. C'est pas possible d'être simplement expert, sinon ça serait trop facile, tout le monde serait freelance, plus personne serait salarié. Bref, je vais m'arrêter là. Mais du coup, la solution, c'est pas de travailler plus sur ton métier. C'est pas de te dire, je vais développer cette compétence supplémentaire, puisque peut-être que c'est ce qui me permettra de me différencier des autres. Sur le passé, potentiellement, mais surtout, c'est ce que tu vas construire en amont. C'est le système qui va te permettre de faire entrer des clients, qui vont te permettre de délivrer ce que tu veux délivrer, qui doit être construit. Donc, maintenant, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Et la première chose à partager par rapport à ça, c'est le développement de ce que nous, on a appelé chez ProduScale le mix-band marketing. C'est-à-dire de te positionner sur un ensemble de canaux d'acquisition qui vont se nourrir les uns entre les autres et qui vont faire en sorte que tu sois partout auprès des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes de ta cible. Donc la première grande étape, c'est évidemment de définir quels sont tes canaux d'acquisition, les canaux qui te sont propres, qui sont propres à ton marché, qui sont propres à ton expertise. Juste avant, juste pour préciser que ce soit bien clair, il y a 2 grandes catégories de canaux, il y a l'outbound et il y a l'inbound. L'outbound marketing, c'est en gros, tu vas vers ta cible, tu vas la chercher, c'est de la prospection, que ce soit du DM, du cold email, du cold call, de la prospection physique, du networking, peu importe. Il y a aussi de l'outbound qui consiste à mettre en place une stratégie de publicité en ligne. Bon, là pour le coup, on va pas s'avancer sur ce sujet parce que le but c'est d'investir de l'argent supplémentaire
dans le développement de ton acquisition, et ta l'inbound marketing qui est ta cible qui vient à toi. Donc via ta création de contenu, via par exemple des plateformes de freelance, via du SEO, via du bouche à oreille, via les recommandations. En gros, c'est ta cible qui vient vers toi et l'outbound, c'est toi qui viens chercher ta cible. Oui, le fait que ta cible vienne vers toi, c'est très confortable, mais en fait, généralement, à part pour le SEO pour le coup, tu dépends d'un algorithme. Les plateformes de freelance, c'est pas toi qui dirige les plateformes de freelance. Ta création de contenu, c'est quand même sur un algo qui va générer les choses à ta place. Le bouche à oreille, là c'est pas un algo, c'est juste des humains. Si les humains ils arrêtent de parler de toi, t'arrêtes d'exister. Les recommandations, ça c'est bien, mais dans tous les cas, il faut un système qui mette en avant ces recommandations. À la limite, la seule chose qui pourrait être intéressante, c'est le SEO, mais le SEO c'est quelque chose de très long-termiste et qui ne fonctionne pas pour l'ensemble des marchés et l'ensemble des expertises. Donc, une fois que ça s'est posé, le piège c'est que la plupart des freelances, ils vont se dire bon, moi je vais me dire que je veux faire de la outbound, je veux pas faire d'ads parce que je veux pas investir de l'argent dans quelque chose que je maîtrise pas à 100%, je vais faire de la prospection et j'y vais. Mais en fait, déjà c'est un seul canal d'acquisition. Ensuite, la prospection, le jour où tu arrêtes de prospecter parce que t'as plus le temps de le faire ou il t'arrive quelque chose, du coup t'as plus aucun lead qui rentre, t'as pas de système qui tourne en parallèle de ça. Et surtout la prospection c'est bien beau, mais quel type de prospection? Il y a plein de types de prospection qui existent. Encore une fois, je l'ai dit, le networking, la prospection physique, le cold emailing, le cold call, le DM call, peu importe, le call de DM, lequel va être le plus intéressant pour ta cible et lequel va être le plus intéressant pour ton marché. Et maintenant, comment tu construis le bon système pour entrer en contact avec la personne que tu as identifiée via le bon canal. Il y a beaucoup de choses à réfléchir par rapport à ça. Mais revenons sur le point initial, c'est que la plupart des freelances vont donc se dire, je vois un truc, ça me parle, je vais aller dessus, sans se poser plus de questions que ça. Mais un seul canal, c'est comme avoir un seul client. C'est que quand il est là, quand il tourne, tu manges. Puis quand il part, ou quand tu peux plus être assez disponible, t'arrêtes de manger. En fait, un unique canal d'acquisition, d'une part, comme je le disais tout à l'heure, ça baisse ton potentiel de réussite parce que ton marché ne se situe pas à un seul endroit. Pourquoi mettre tous ses œufs dans le même panier? Ensuite, tout dépend du coup de toi, tout dépend de ton énergie, si c'est de la outbound, et tout dépend d'autrui si c'est de l'inbound. C'est pas possible. Si l'algo il change, tu n'existes plus, tu vacilles. Si t'as des problèmes perso, j'ai n'importe quoi et tu peux plus faire prospection tous les jours, t'existes plus. En fait, la mise en place d'une stratégie monocanal, c'est juste la création d'une dépendance. Et quand tu es entrepreneur, tu dois penser long-termiste, tu dois penser stratégie. Sur le court terme, avoir une stratégie monocanal, c'est potentiellement intéressant, mais sur le long terme, c'est impensable de se dire je vais construire une activité qui va durer 2-3 ans si je mets tous mes œufs dans le même panier. Et c'est d'autant plus impensable de se dire je vais construire une activité qui va atteindre tel ou tel panier si je mets tous mes œufs dans le même panier, encore une fois. Donc, je veux quand même faire un warning tout de suite par rapport à ça. Multicanal, a contrario, ça veut pas forcément dire être partout. Ça veut juste dire être présent sur les bons canaux qui vont te permettre de rentrer en contact avec ta cible par rapport à l'expertise que toi tu vends. Donc en gros, c'est de construire un système d'acquisition positionné à plusieurs endroits qui va correspondre à ton marché. 15 canaux, ça n'a aucun intérêt, c'est une dispersion. Trouver 2, 3, 4 maximum canaux sur lesquels se positionner inbound et outbound et sur lesquels tu vas pouvoir créer un écosystème. C'est le principe du mix marketing, comme ça que nous, on le voit tout du moins. Et là, tu as tout gagné. Parce que, en fait, tu vas pouvoir construire une poignée d'outils qui vont se nurturer les unes entre les autres. Pour teaser un petit peu, donc, nous, notre vision du mix marketing, enfin, tout du moins, c'est nous qui avons inventé le terme de mix marketing, c'est quoi? C'est ta LinkedIn qui va générer du contenu et qui va générer de la trust. Et qui peut être aussi un levier pour de la prospection potentielle s'il est identifié pour ton marché que la prospection de LinkedIn est intéressante. Ensuite, même quand tu fais de la prospection ailleurs, que ce soit en networking, que ce soit par mail, tu renvoies vers un compte LinkedIn qui est bien alimenté, qui est bien structuré, ça crée de la crédibilité. Ensuite, tu as de la outbound qui va donc relier sur cette partie LinkedIn et les autres canaux sur lesquels c'est intéressant de te positionner sur ton marché vont tous ramener à cet endroit-là ou s'alimenter les uns entre les autres et ça, on pourra voir ça plus tard. Donc, t'as pas besoin d'avoir une stack marketing genre je sais pas 500 balles par mois pour mettre en place tout ça. Non, tu as juste besoin d'identifier où est-ce que tu dois te positionner toi de manière intelligente et avoir les bonnes stratégies pour passer à l'action correctement. C'est donc le principe du mix marketing. Donc pour teaser un peu comme je disais, tu as tes canaux en priorité qui ça ne peuvent pas être généralistes parce que tout dépend encore une fois de ta cible et de ton marché, de la prospection, du setting via LinkedIn et une présence organique sur LinkedIn directement. Là, la première chose que tu dois faire à ce moment-là, si tu prends en considération ça, c'est que là, il faut quand même te stacker un minimum. Pas besoin d'investir dans un outil qui coûte un bras, juste de faire un petit CRM. Nous, on a construit un micro CRM pour vous donner juste un aperçu au sein de ProduScale qu'on donne à nos clients parce que tout le monde utilise Notion, comme ça tout est centralisé sur Notion, ils n'ont pas besoin de payer des outils supplémentaires. Et l'idée, c'est juste de se dire qu'il va falloir que tu puisses suivre en fait l'évolution de tes leads et traquer si ça vient de tel ou tel ou tel canal parce qu'encore une fois, une posture d'entrepreneur, c'est traquer d'où viennent les éléments qui te ramènent de l'argent pour savoir où est-ce que tu pourras mettre le plus d'intensité si tu veux plus de résultats ou au contraire ce sur quoi tu vas te concentrer si tu dois mettre de côté une partie de ton travail. Donc à nouveau, juste petit schéma que j'avais oublié de présenter pour expliquer pourquoi la stratégie monocanal n'est pas bonne, c'est que en fait si
t'as un seul canal d'acquisition et que d'une manière ou d'une autre ça doit s'arrêter de ton fait ou pas de ton fait, en fait ton business coule. Alors que si t'as une stratégie multicanal, t'es présent sur plusieurs canaux. S'il y en a un que tu dois arrêter pour X ou Y raison, t'as d'autres canaux qui viennent dans tous les cas ramener des leads dans ton activité. Et si tu sais que tu veux plus de résultats, il suffit de te dire je me focus sur le C, et donc puisque a priori c'est là où dans tous les cas j'ai le plus de leads ou j'ai le plus de leviers de conversion, peu importe, et donc te dire je vais pouvoir focus sur A et doublement focus sur C pour avoir doublement plus de résultats. Je pense que c'est assez parlant et c'est là vraiment c'est la chose la plus importante de cette vidéo qu'il faut garder en tête avant d'aller dans l'application de la strat. Donc concrètement, comment tu vas rajouter les canaux selon ton marché? Là, pour le coup, il va falloir faire deux choses. Déjà, te faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise en fait l'ensemble des canaux d'acquisition sur lesquels c'est susceptible d'aller chercher tel ou tel marché pour pouvoir te guider correctement. Mais la chose la plus importante, te baser sur la data que tu as ressortie de l'étude de marché que tu as dû faire quand tu as créé ton offre. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, va voir la vidéo dédiée à ce sujet. Je ne vais pas rentrer plus en profondeur là-dessus parce qu'en fait, ça dépend de beaucoup trop de situations de marché, de beaucoup trop d'expertise, de beaucoup trop de types de missions, de beaucoup trop de cibles qui vont être allées chercher. Pour le coup, c'est vraiment une grosse partie du travail qui est fait de manière individuelle dans l'accompagnement Produit Scale parce que en fait, c'est ce qui dépend de chacun d'entre vous. Même en fait pour la prospection, là, je vais partager les bases. La création de contenu, pareil, je vais partager les bases. Mais la prospection, vous n'allez pas avoir la même stratégie de prospection, les mêmes échanges et le même setting même avec votre marché si vous êtes consultant avec un TJM à je ne sais combien avec X années d'expertise et que vous allez chercher des cibles qui sont très corporate que si vous êtes CM. C'est logique. Tout s'adapte par rapport à votre marché, c'est pour ça que l'analyse de data est tout à fait primordiale. Et c'est pour ça qu'en fait, la construction d'un travail de manière individuelle est essentielle, parce que vous ne pouvez pas vous contenter de copier-coller la stratégie que vous voyez chez quelqu'un. Vous ne vendez pas exactement la même chose que lui, vous n'avez pas exactement la même cible, vous n'avez peut-être pas exactement la même offre, et vous n'avez pas exactement la même expertise. Non, surtout pas. Donc ça, c'est la deuxième chose importante à retenir, c'est qu'on copie-colle pas ce que fait notre voisin. Non, on doit dupliquer et adapter à son activité un système qui fonctionne, mais surtout, en fait, construire quelque chose qui va être le plus intéressant par rapport à son marché pour pouvoir aller chercher les résultats les plus intéressants derrière. Cependant, le premier canal additionnel à ce qu'on va voir juste après que je recommande à tout le monde, c'est l'écosystème de recommandation. C'est-à-dire le bouche à oreille, mais qui est piloté par tes actions. Donc, parce qu'en gros, la plupart des clients qui subissent un peu cette partie bouche à oreille, c'est juste de dire, mes clients viennent du bouche à oreille, quand ils parlent de moi, j'ai des gens qui rentrent, mais je peux pas savoir qui a parlé de qui à quoi, de quoi à qui, pardon, et je n'ai aucun input à ajouter là-dedans. Sauf que le bouche à oreille, ça peut s'optimiser, ça peut se construire. Et c'est typiquement un canal, si on peut appeler ça un canal d'acquisition, encore une fois, je suis pas forcément fan d'appeler ça un canal parce que je veux pas vous mettre des idées dans la tête, mais c'est quelque chose que vous pouvez optimiser parce que ça va vous rapporter déjà plus de trust dans tous les cas sur les autres canaux derrière, de créer un écosystème de recommandation, parce que encore une fois, si on va sur votre profil LinkedIn et qu'on voit des recos, ça augmente votre crédibilité. Dans votre prospection, si vous pouvez en partager, ça augmente votre crédibilité, etc. Mais parce que, à proprement parler, des recommandations, ça peut vous permettre d'avoir des clients plus facilement parce qu'ils viennent du bouche à oreille suite à ces recommandations. Donc concrètement, il y a plusieurs actions à mettre en place que j'ai détaillées dans une vidéo concrète à ce sujet. C'est comment créer un service client qui soit 5 étoiles. C'est comme ça qu'on le voit, de manière à pousser l'optimisation du delivery pour gagner du temps tout en satisfaisant tout autant ses clients, et derrière pouvoir pousser la stratégie de referral et d'upsell, ce que je vous mettrai également dans la description. Mais concrètement, le bouche à oreille, ce système de recommandation, ça sert à quoi? Ça sert à être présent là déjà où vos clients vous vont chercher, et surtout ça sert à créer de la trust, parce qu'aujourd'hui, sur n'importe quel marché, il y a beaucoup trop d'arnaqueurs, il y a beaucoup trop de gens qui exagèrent les résultats qu'ils sont capables d'apporter à leurs clients, qui mentent entre guillemets sur les projections ROI, sur l'implication qu'ils ont dans le delivery qu'ils vont vous faire. Et donc, on est dans l'ère de la preuve. Vous devez demander des preuves. Même si, encore une fois, les recommandations ne vont pas être un canal d'acquisition à proprement parler, ça peut devenir une espèce de micro-canal, mais surtout servir de levier pour augmenter la trust via les autres canaux que vous allez devoir développer derrière. Donc, pareil, il y a une structure idéale à suivre sur les recommandations que vous devez faire, mais voilà, il faut demander des recos, c'est à vous de le faire, les gens vont pas forcément naturellement le faire parce que les gens n'y pensent pas, c'est à vous de guider sur qu'est-ce que vous aimeriez voir mis en avant par vos clients, ils écrivent évidemment d'eux-mêmes, mais voilà, je veux qu'on mentionne le chiffre d'affaires qui a été atteint, le travail qui a été atteint, la situation dans laquelle ils étaient avant, ce qu'ils ont le plus apprécié, comment ils voient l'accompagnement. Bref, en fait, en faisant ça, moi en faisant ça, j'ai juste à dire aux clients que je sélectionne dans l'accompagnement, écoute, si tu doutes, ce que je comprends, va juste voir les recommandations. Et ils me disent, non, je ne doute pas, je suis partie voir les recommandations sur LinkedIn, sur Trustpilot, sur YouTube, je suis partie échanger avec certaines personnes et j'ai confiance. Si vous faites ça, en fait, vous optimisez d'autant plus les résultats que vous pouvez avoir derrière avec les actions qui vont dépendre de vous, que vous allez mettre en place. Voilà. D'ailleurs, le chiffre,
c'est que les gens qui viennent du bouche à oreille, donc non pas qui sont alimentés par les recos, mais qui viennent du bouche à oreille à proprement parler, il y a un taux de close qui est généralement au-delà des 80%. Donc en fait, ça vous permet d'avoir du chiffre, entre guillemets, qui rentre quasiment gratuitement. Donc c'est un très bon levier de conversion. Et donc concrètement, les bases du mixbound, c'est d'avoir de l'inbound marketing et de l'outbound. L'outbound, ça se construit sur le long terme, donc c'est une grosse intensité que tu mets au début et que tu vas garder de manière peut-être un petit peu moins intense, mais garder tout du moins sur le long terme parce que les résultats vont s'accumuler et avoir de plus en plus de répercussions. Et l'outbound, c'est une énergie que tu vas entretenir parce qu'en fait, c'est des inputs permanents de ta part qui te permettent d'avoir les outputs escomptés, un petit peu de la prospection ou du setting. Donc oui, pour le coup, tu fonctionnes en vague. Mais en fait, du coup, si tu cumules les deux, ça te fait comme ça, juste. Et ça t'augmente, encore une fois, une infinité de possibilités, c'est-à-dire que ça te permettra d'augmenter tes prix, ça te permettra de choisir les clients avec lesquels tu veux travailler, ça te permettra de moins stresser, de vivre beaucoup plus sereinement dans ton activité parce que tu sais ce que tu dois mettre en place pour avoir de plus de résultats, etc., etc. Je vais pas me répéter à ce sujet, mais très important à comprendre. Et donc, selon moi, le pilier du mixbound marketing, ça part de LinkedIn, qui va être un canal d'inbound marketing à proprement parler qu'on étudiera à la fin, mais aussi le canal de trust qui va être central parce que à côté va te raviter le setting via LinkedIn et la prospection. Encore une fois, la prospection, il y a plein de types de prospection qui existent. Cold call, cold DM, cold emailing, prospection physique, networking, prospection événementielle. Quel type de prospection est la plus adaptée à ton marché et à ta cible, avec quel type de prospection tu es susceptible d'avoir le plus de résultats. Et en fonction de ça, évidemment que les messages vont être construits également différemment et que l'ensemble de la stratégie de prospection va être différente. Ça, c'est très important à comprendre parce que encore une fois, tu vas pas forcément contacter une cible sur LinkedIn si tu as plus de résultats en allant la contacter ailleurs. Et je sais que la prospection d'ailleurs ça fait peur à beaucoup de personnes parce que tu t'imagines un peu les messages spam que tu vois dans ta messagerie LinkedIn ou par email, des trucs un peu dégueulasses que tu reçois tous les jours, CF le message que je vous ai montré tout à l'heure qui n'a aucun rapport avec ce que je fais dans tous les cas et qui décrédibilise simplement la personne. Mais il faut comprendre que si vous avez une bonne stratégie qui est mise en place, eh bien on ne va pas faire tout ça. On va pas faire de spam, on va pas faire de prospection automatisée. Pourquoi? Parce que ça se construit avec stratégie pour pouvoir mettre les bons inputs aux bons endroits. Et je vous assure que mes clients me disent à la fin de l'accompagnement qu'ils ont fini par apprécier, non pas adorer, mais apprécier la prospection parce qu'ils comprennent. Ils comprennent les mécaniques de prospection, ils comprennent que non, ils vont pas passer pour des vendeurs de tapis, ils comprennent que non, ils dérangent pas les gens et ils comprennent qu'en fait c'est quelque chose qui peut leur apporter beaucoup si c'est bien construit, si c'est bien fait. Et encore faut-il que ce soit bien construit, que ce soit bien fait. Donc, ce qui fait qu'une prospection marche ou pas, c'est généralement pas le message, c'est généralement pas la quantité, même si ça joue évidemment, mais c'est surtout le ciblage et le contexte. Parce qu'un message moyen qui est envoyé à la bonne personne au bon moment, ça convertira forcément beaucoup mieux qu'un message qui est envoyé au hasard. Encore une fois, le message de la meuf qui m'envoyait, comme quoi elle visait les personnes qui travaillent dans le BTP, ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc concrètement, il vaut mieux envoyer 20 messages personnalisés par jour que d'en envoyer 200 automatisés par jour, obligatoirement. Mais ça c'est valable évidemment que si tu as une bonne stratégie en place et que tu construis correctement ton message qu'il est adapté à ta cible. On va pas voir cette partie-là de comment tu construis un bon message de prospection, pour quelle raison? Parce que je ne sais pas ce que tu vends, parce que je ne sais pas quel marché tu vas viser, parce que je ne sais pas à qui tu vas t'adresser. Donc je ne peux pas te dire il suffit juste de mettre X, Y, Z choses en place parce que ça ne fonctionne pas comme ça, sinon ce serait beaucoup trop simple. Mais globalement, ce qu'il faut se dire c'est que un ciblage doit être basé sur des signaux réels. Si tu fais de la prospection sur LinkedIn par exemple, ton ciblage il va être basé sur quoi? Sur potentiellement le fait que le prospect il a publié sur un sujet qui est lié à ton expertise, qu'il a commenté le post d'une personne sur un sujet lié à ton expertise, qu'il y a une entreprise qui recrute des personnes dans ta thématique, qu'il est parti visiter ton profil, bon ça sera plus sur la partie setting, qu'il a montré un intérêt pour ce que tu fais, etc. Mais en gros, le premier message, il va ouvrir une conversation où il va vendre directement en fonction de comment tu dois t'adresser à ta cible. Pareil, tu vas pas avoir un message qui est bourrin si ta cible elle est pas prête à ça, ou avoir un message qui ne va pas droit au but si ta cible elle a pas le temps et elle veut que tu lui dises cache ce que tu as à lui proposer. Tout doit partir de ta cible. Quel type de message, de quel type de message elle est friande et comment elle souhaite recevoir l'information. Et en fonction de ça, tu sais si tu vas avoir un système de prospection. Dans tous les cas, ton système de prospection il est nécessairement en plusieurs étapes, mais s'il va être assez long ou assez court en fonction de la personne que tu as en face. Et c'est comme ça aussi que tu pourras adapter ton message de manière générale. Donc, en tous les cas, il faut dire que a priori par message, tu ne pitches pas ton offre, il faut toujours pitcher ton offre sur un appel de vente. Mais pour revenir à nos moutons, le volume, il est important,
mais il n'est pas primordial. Ce qui est primordial, c'est le contexte, c'est le ciblage et c'est le message. D'ailleurs, juste pour vous montrer, bon ça c'est un message que j'ai reçu d'un client qui nous a partagé, ça fait 1 mois qu'il a fini l'accompagnement et juste pour nous dire qu'il a 3 semaines, juste pour nous dire qu'il a encaissé 5 000 € de chiffre d'affaires sur juin, c'est littéralement son meilleur chiffre ever, et notamment, alors il y a plein de choses qui ont été mises en place qui lui rapportent des résultats, mais notamment sur le fait que la prospection ça se passe bien, c'était pas du tout sa tasse de thé initialement, qui teste beaucoup de choses et qu'il a envoyé uniquement 12 messages en une semaine, sachant que les résultats d'une campagne de prospe, ça ne se mesure pas sur une semaine mais sur plus de temps, et que sur 12 messages, il a booké 2 appels, dont un lead qui va très certainement lui prendre l'impact. Bon, juste pour vous montrer, je vais pas révéler le type de message qu'il fait, mais que c'est un message assez court. Pourquoi ? Parce que ça correspond à sa cible, et que là, en plus, il est parti sur un signal d'achat qui était intéressant, puisque la prospection la plus pertinente pour lui, c'était de la prospection via LinkedIn. Bref, maintenant, faisons le calcul. Pourquoi aussi la prospection bien ciblée, c'est mieux que la prospection par volume? Parce que si tu as des messages que tu envoies chaque semaine, mettons 20, qui sont bien ciblés, qui partent de bons signaux d'achat, qui mettent en avant le contexte, et auparavant tu as créé une offre qui est suffisamment sexy et précise pour répondre à un besoin particulier, et que tu as bien fait ton étude de marché pour construire ton ADN client, je vous mettrai le template de la construction d'un ADN client d'ailleurs, cette ressource que vous pouvez télécharger directement dans la description, parce que c'est ça qui va vous faire ressortir les informations nécessaires pour construire tout votre système d'acquisition et toute votre stratégie de manière générale. Eh bien, si tu as construit donc un bon message à partir de la data et de tout ce que j'ai dit auparavant, si tu envoies 20 messages par semaine qui sont très ciblés, que ça te génère 12 conversations dans le mois, parce que évidemment que la prospection ne te rapporte pas 100% de taux de réponse, évidemment. Et ça, c'est quelque chose, c'est la première chose que vous devez rentrer dans votre tête. Oui, vous n'aurez jamais 100% de taux de réponse, et même partez du principe que vous aurez jamais plus de 50% de taux de réponse sur vos messages, sur vos campagnes de prospection. Et c'est ok. Vous avez des humains en face de vous qui n'ont peut-être pas envie de répondre, qui ne sont peut-être pas prêts et qui préfèrent ne pas répondre parce qu'ils sont pas prêts, ça les intéresse pas. Que ça n'intéresse absolument pas, et c'est ok, c'est normal, ça fait partie du jeu. Des gens qui ont oublié tout simplement de vous répondre et qu'il faudra relancer. Donc, partez du principe que, voilà, là, on vise 55% de taux de réponse. Donc, mettons que sur 20 messages envoyés par semaine, vous avez 12 conversations par mois, parce que les gens vous répondent une fois, ça veut pas dire que la conversation elle va durer non plus sur le long terme. Peut-être la personne, elle va simplement vous répondre pour dire non, je suis pas intéressée, mais vous pouvez la garder dans votre pipe et l'intégrer dans votre CRM pour être sûr de la relancer correctement. Bref, je vais pas faire un cours sur la prospection non plus. Mais si vous envoyez 20 messages par semaine bien ciblés, que ça vous génère 12 conversations par mois, que sur ces 12 conversations, vous arrivez à un taux de conversion de 3-4 appels, et que sur ces 3-4 appels, étant donné que les personnes ils ont bien été nurturées en amont, que vous avez bien développé votre site commercial, vous arrivez à signer 1 ou 2 clients par mois avec ça, et évidemment que c'est plus intéressant plutôt que de faire des grosses campagnes de prospection semi-automatisées qui vous décrédibilisent, qui vous font perdre des cartes, parce que potentiellement c'est des gens que vous auriez pu approcher autrement via de la prospection beaucoup plus ciblée. Et donc pour 1 heure de travail par semaine, c'est peut-être un peu léger, mais 2 heures de travail par semaine, juste avec de la prospection, vous pouvez signer 1 ou 2 clients par mois si vous avez construit correctement votre stratégie, encore une fois. Donc, le volume pourrait être augmenté, mais d'abord, il faut tester sur un certain volume pour voir quels sont les types de messages qui répondent le plus à votre clientèle cible, mais ensuite, identifier le volume que vous allez pouvoir tenir et sur lequel vous allez pouvoir faire une approche suffisamment intelligente et intéressante pour ensuite voir, est-ce que vous choisissez de rester sur cette tendance de volume-là parce que ça vous permet, avec les effets composés des autres systèmes d'acquisition, d'avoir les résultats escomptés, ou mettre plus de volume dessus pour avoir plus de résultats derrière. À vous d'ajuster, évidemment. C'est l'intérêt aussi de la prospection. C'est que déjà, ça vous permet d'ajuster l'intensité que vous voulez mettre, donc les résultats que vous pouvez avoir derrière, mais aussi ça vous permet d'ajuster les personnes que vous voulez aller contacter. Vous pouvez faire de la prospection ciblée sur une typologie d'entreprise particulière, si vous voulez tester un nouveau marché, ou si c'est un peu genre les projets goals sur lesquels vous voulez travailler. Mettons que 1 ou 2 clients par mois soient signés grâce à de la prospection pour 2 heures de travail par semaine d'acquisition. Je parle pas du travail de la partie commerciale, de la partie delivery, évidemment. Et bien ça, c'est la réalité d'une prospection Brainpiat. Sincèrement. Il y a juste à voir, hein. Le message que nous envoyait mon client, c'est un message de 2 lignes, un petit rebond, ça lui prend pas plus de 2 minutes à écrire. Donc c'est vraiment sincère. Après, si vous prenez beaucoup la tête, là forcément ça vous mettra plus de temps, mais encore une fois, faut chercher à actionner si vous avez des objectifs business derrière. Donc c'est la réalité. Et souviens bien toi de ce que j'ai dit précédemment, c'est que tu vas construire ton message parce que tu vas partir du langage exact de ta cible, des douleurs qui ont été validées sur le terrain, de la construction d'une offre différenciante qui correspond à ses besoins, etc., etc. Je vais le répéter un maximum de fois pour être sûr que tout ça s'intègre. Tout est de la strat. Il y a des choses qui doivent être mises en place en amont pour atteindre les résultats souhaités. Donc tout ce que tu vas construire doit partir de la data que tu as analysée du marché, de ta compréhension de ton marché et de ta cible de manière générale. Maintenant, passons à la phase du setting, où là, le principe du setting, on parle du setting via LinkedIn ici, parce que comme je te l'ai dit, LinkedIn, c'est pour moi le pilier du mix brand marketing. Il y a LinkedIn organique qui va rapporter des résultats, le setting via LinkedIn qui va rapporter des résultats, et la prospection qui va ramener vers LinkedIn. Si c'est de la prospection via LinkedIn, parce que c'est là où est ta cible, tant mieux, ça sera directement fait sur ton socle. Et
sinon si c'est ailleurs, ça va renvoyer là-dessus. Mais du coup, le setting via LinkedIn, concrètement, quel est l'intérêt? C'est de transformer un intérêt émis par une personne de ta cible en rendez-vous. Donc concrètement, eh bien, comment ça se passe? Le but, c'est de se dire que vous devez générer des conversations qui partent d'un intérêt bien particulier que vous avez identifié. Parce que ce qui se passe chez la majorité des freelances, c'est que ils arrivent à générer de l'attention s'ils ont une bonne stratégie de création de contenu, parce que le setting résulte d'une belle stratégie de création de contenu organique sur LinkedIn et d'un bon profil. Je viens dessus après, je fais pas les étapes à l'envers, c'est juste que LinkedIn, ça va être la partie avec le plus d'informations. Mais du coup, ceux qui ont une bonne situation, une bonne compréhension de comment communiquer correctement sur les réseaux sociaux et en l'occurrence sur LinkedIn, ils arrivent à générer de l'attention. Quelques DM par-ci, quelques réponses à leur prospection, quelques visites de profil, mais ils se servent pas de ça comme levier en fait d'acquisition. Sauf que si tu mets pas en place ce que tu dois mettre en place pour garder ton prospect au chaud, il va partir ailleurs. Alors, c'est normal, encore une fois, c'est à toi de faire ce travail-là. Donc, c'est quoi? C'est t'as une conversation que tu n'enrichis pas, tu laisses des vues, tu réponds pas en temps et en heure, tu vas pas utiliser des interactions comme levier pour mettre en place pour créer toi-même une conversation qui peut amener sur la partie commerciale. Et après, on s'étonne que il y a pas de prospects qui viennent en call. Mais il faut comprendre aussi que le marché, il a beaucoup changé. Avant, il y avait beaucoup plus de génération de contenu organique que c'est le cas aujourd'hui. Enfin, à date, du moins, sur l'année 2026, ça va peut-être changer l'année prochaine. Pourquoi? Parce que les gens sont saturés d'informations dans tous les sens. Ils voient de plus en plus d'experts qui partagent sur les réseaux, c'est génial, mais du coup ça sature d'informations. Et donc même si tu as une bonne stratégie de communication organique, que tu as des bons éléments différenciants qui sont mis en avant, que tu as des belles recommandations, etc., il faut que tu viennes créer de l'humain, il faut que tu viennes nous chercher, qui plus est, encore une fois, dans une communication qui a changé parce que c'est alimenté de plus en plus par l'IA, le setting est devenu primordial aujourd'hui. Obligatoire, non, mais primordial si tu vas aller chercher des résultats, parce que tu ne peux plus avoir les mêmes résultats en full organique que c'était le cas jusqu'à il y a quelques mois à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc en gros, le but c'est que tu dois créer des échanges. Donc concrètement, le setting c'est 3 choses. 1, tu réponds vite, parce que tu fais avancer la conversation, et il faut que tu chouchoutes tes prospects, tout comme tu vas chouchouter tes clients, peut-être avec un peu moins d'intensité, mais il faut que tu sois réactif. On fait appel à quelqu'un parce qu'on veut qu'il gère notre projet. On veut donc que cette personne, on puisse compter sur elle, et comment tu nous prouves qu'on peut compter sur toi parce que tu es réactif avant même qu'on soit client chez toi. Donc le but de ta réactivité, c'est de créer de la confiance, mais c'est aussi de pouvoir enchaîner sur une conversation qui va te permettre de décrocher un call. Et qui va te permettre au passage de qualifier la personne pour savoir si c'est la bonne personne pour toi, si elle a vraiment un besoin, si c'est le bon timing pour vous, etc., etc. En deuxième chose, il va falloir que tu relances. Et je répète ça ici parce que ça a beaucoup trop d'impact. La majorité des deals ne se signent pas au premier message. Et la majorité des deals ne pourraient n'avoir absolument pas lieu si tu n'avais pas pris l'initiative de relancer la personne. Pourquoi? Relancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer la conversation, certes, mais ça veut dire relancer la personne quand elle te répond pas. Tu as un humain en face de toi. L'humain en face de toi, très certainement que, je sais pas, il y a sa femme qui l'a appelé et donc il a coupé sa messagerie LinkedIn et il a pas pris le temps de répondre à ton message. Que l'humain en face de toi, il est débordé de travail et donc il se dit je répondrai plus tard, il le fait pas. Que l'humain en face de toi, il a beaucoup trop de messages dans sa messagerie ou dans sa boîte mail et donc en fait il voit pas passer ton message ou il l'oublie. Part du principe que t'as un humain en face de toi qui fonctionne comme tu fonctionnes. Je suppose que ça t'est déjà arrivé de ghoster sans faire exprès des potes à toi. Dans ce cas-là, si c'est des potes à toi, imagine ce que c'est avec des inconnus. Part de ce principe-là. Donc c'est très très important la relance. Sachant que un freelance qui relance proprement, c'est un freelance qui va relancer à J+2 et à J+7. Ça va te permettre de récupérer en fait des conversations qui peuvent aboutir sur quelque chose de très intéressant. Et troisièmement, c'est de centraliser tout sur un CRM. Je peux vous le remontrer, mais j'ai montré juste ici, la structure. Enfin, un CRM, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très compliqué, d'un HubSpot ou je ne sais quoi. Le but, c'est d'avoir une pipeline qui te permet d'avoir une vue sur les relances que tu dois faire, ce qui a été clôturé, ce qui est en call de clôture, la liste de l'ensemble de tes prospects, de manière à suivre et de pouvoir justement relancer d'une part en temps et en heure, mais surtout relancer avec pertinence parce que t'as mis des petites notes de ce que vous étiez dit précédemment, si, je sais pas, t'avais besoin d'informations supplémentaires ou j'en sais rien. Juste pour être clair, la partie acquisition et donc la partie acquisition via le setting ou via la prospection, ça s'arrête à la prise de rendez-vous. Après la prise de rendez-vous, on est sur une stratégie commerciale. Ça veut pas dire que tu dois abandonner tout ce que tu as fait en amont, mais ça veut dire qu'il y a un processus différent qui doit être mis en place. Pareil, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je mettrai dans la description, parce que c'est quelque chose de bien spécifique et qui demande de mettre la fameuse casquette dont on a parlé tout à l'heure, la casquette de vendeur. Et pour ça, il y a des choses à impérativement mettre en place de ton côté pour t'assurer d'avoir le plus beau taux de closing derrière sur les conversations que tu as générées et que tu as ramenées en rendez-vous, qui plus est en rendez-vous qualifié. Et là où ton mixbound devient vraiment puissant, et je vais venir à la dernière étape du mixbound qui est la stratégie LinkedIn, c'est que tous tes canaux ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Donc
Mettons que tu as choisi les bons canaux qui correspondent à ton marché, sur lesquels tu dois impérativement renvoyer vers ton LinkedIn. Mettons que ensuite tu vois que ces personnes-là, que tu as soit contactées via de la prospection ou bref, peu importe, selon les canaux que tu vas devoir développer qui correspondent le plus à ton marché, tu les ramènes vers ton LinkedIn et tu vois que ces personnes-là interagissent avec ton profil d'une manière ou d'une autre et tu vas créer une prise de contact. Ah, cette personne, je l'ai vue passer de telle manière et je vais sur son LinkedIn, ça m'en met plein les yeux, on va voir juste après comment faire. Et en plus, elle me contacte. Évidemment que ça crée une super belle approche pour ton prospect qui se dit putain, cette personne elle est carrée et surtout elle est partout. Si t'es partout, on ne peut que penser à toi. Si t'es partout, mais aux bons endroits. C'est-à-dire de la prospection, c'est pareil. Sur ta prospection, dans ta bannière d'email, c'est la prospection par email, un lien vers ton LinkedIn. On arrive sur ton LinkedIn, on voit qu'il y a les bons contenus. Je vais venir après à ça, encore une fois. Et que après, je sais pas si c'est de la prospection par email, tu vas en plus nous citer sur LinkedIn directement parce qu'on t'a pas répondu par email. Pareil, ça renvoie une super belle image de toi. Donc, tes canaux se multiplient entre eux. Donc, la prospection, elle va remplir ton agenda via les actions que tu vas devoir mettre en place. Ton contenu qui va renforcer ta réputation, il va te permettre de ramener des leads aussi. Et il va surtout te permettre de mettre en place une stratégie de setting qui va faire exactement la même chose. Donc, te ramener aussi des rendez-vous. Et ton contenu, donc, et le setting se nourrissent les uns entre les autres parce que plus tu as du contenu qui est qualitatif auprès des bonnes personnes bien ciblées, plus tu as des interactions, plus tu as du setting, etc., etc. Et par contre, ça demande vraiment d'avoir setup correctement, ce qu'on va voir juste après concernant la partie LinkedIn. Et en plus de ça, si tu travailles bien, et je l'espère, et que ton travail permet de ramener des résultats intéressants pour tes clients, que tu as un bon système de référal pour générer du bouche-oreille et des recommandations, et bien là, t'as de la trust qui se met en plus par-dessus tout ça, et donc t'es au summum de tes capacités. Il n'y a plus qu'à optimiser ton activité sur le long terme, parce que c'est le principe du business aussi. Il va toujours falloir se renouveler et optimiser ce qu'on a déjà. Et surtout, comme je disais, plus tes prospects te voient sur plusieurs canaux, plus tu augmentes tes chances de confiance et tes chances de signer. Parce que s'ils te voient plusieurs fois venir avec une bonne approche, avec un beau profil, avec une bonne vitrine, en fait, et que en plus t'as un bon système commercial derrière et que t'arrives à générer des belles conversations, évidemment qu'il a plus envie de devenir client avec toi qu'avec quelqu'un qui lui a envoyé un portfolio en répondant sous un post LinkedIn par exemple. C'est logique, parce que s'il te voit sur LinkedIn, sur une plateforme, sur un événement, via de la prospection, il se dit mais cette personne elle est partout, en plus elle a une offre qui correspond vraiment à ce que je recherche, et en plus les preuves sociales sont super intéressantes, et en plus ces posts me font dire que cette personne c'est un expert, qu'elle a beaucoup de crédibilité. Dès que c'est le bon moment pour moi et que j'ai le cash, évidemment que j'y vais avec toi. Donc quand tu prospectes et que tu entends des objections directement dès que tu prospectes, je suis désolée, je pense que j'ai pas le budget ou je comprends pas ce que tu fais, ça veut dire que ta structuration en amont elle n'a pas été faite correctement, mais ça veut dire aussi que ta stratégie d'acquisition elle n'a pas été correctement structurée, parce que en fait les objections tu vas les entendre dans ton process commercial, tu vas pas les entendre en amont. Donc surtout aussi si tu mets tous tes œufs dans le même panier, si tu fais de la prospection et que la personne elle t'a déjà vu sur LinkedIn, évidemment qu'elle va être d'autant plus enclinte à lire ce que tu as à lui dire via de la prospe, ou juste à continuer la conversation si tu l'as contacté via du setting. Donc n'oublie pas que tu dois créer un écosystème autour de ce que toi tu as à proposer pour augmenter ta crédibilité et ta confiance dans un monde où il y a de plus en plus de personnes qui ont peur de faire confiance à d'autres personnes, et aussi dans un monde où il y a de plus en plus de concurrents, donc tu as tout intérêt à sortir ton épingle du jeu, et ça veut dire être quoi ? On est dans l'ère de la communication, d'être visible à un maximum d'endroits. Maintenant on peut passer donc à la partie LinkedIn. LinkedIn a deux fonctions en même temps, c'est-à-dire que c'est un canal qui te permet de construire ta personal brand sur le long terme, de développer des opportunités business ou d'autres opportunités sur le long terme si tu le souhaites, mais aussi d'asseoir ta crédibilité dans ton domaine d'expertise, de te générer des opportunités. Quand tu es présent, tu as des gens qui te font confiance, ça augmente ta trust, même si ça veut rien dire, ça augmente ta trust, ça te permet d'augmenter potentiellement des prix parce que tu deviens d'autant plus désirable, vraiment ta personal brand. Mais LinkedIn est aussi un canal d'acquisition à proprement parler, parce qu'avec une bonne stratégie de création de contenu, donc d'acquisition organique, tu peux générer des leads toutes les semaines si tu fais passer les bonnes étapes, si tu mets correctement en avant ton expertise et que tu projettes suffisamment ta cible dans les résultats que tu peux lui apporter, mais aussi un canal d'acquisition parce que ça te permet en fait de faire de la création de contenu un outil qui va te générer des prises de contact derrière, donc qui va te permettre de nourrir le setting que tu dois mettre en place derrière. Donc c'est vraiment un double enjeu, c'est comme ça que je vois LinkedIn de mon côté. Le canal donc sur lequel on va passer plus de temps, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est le meilleur canal d'acquisition B2B qui existe sur le marché, c'est un des canaux principaux qu'on développe le plus avec nos clients, et c'est également le canal sur lequel j'ai construit tous mes business, mon agence et mon accompagnement Produit Scale aujourd'hui, ma personal brand. Énormément de choses sont parties du LinkedIn. Donc pourquoi LinkedIn et pas Insta, TikTok ou YouTube ? Déjà YouTube c'est du format long, c'est beaucoup plus chronophage,
et il faut réussir à créer de la visibilité sur YouTube, et c'est difficile d'en créer de manière organique sans avoir du trafic qui est ramené vers d'autres réseaux. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est plus difficile. Et ensuite, pourquoi LinkedIn et pas Instagram ou TikTok? Parce que LinkedIn est un canal professionnel. Donc, en gros, sur Instagram, ton prospect, il va plutôt scroller pour découvrir, se divertir, peu importe. Oui, c'est possible d'en faire un canal d'acquisition, un réseau social qui te ramène des clients, mais sur LinkedIn, pour le coup, ton prospect, il est dans un état d'esprit business, il va chercher des solutions, il va lui évaluer des prestataires, il va prendre des décisions, il va chercher à apprendre, à monter en compétences. Et en fait, c'est le seul réseau social où un inconnu peut créer un rendez-vous commercial facilement en quelques interactions. C'est aussi le réseau, un réseau tout du moins où l'organique fonctionne très bien, t'as pas besoin de budget pub, tout se fait de manière organique, t'as beaucoup de découvrabilité parce que c'est un réseau qui est encore peu exploité, et surtout si tu fais du B2B. Par contre, le problème de la majorité des gens qui créent du contenu pour trouver des clients, c'est qu'ils se comportent en créateurs de contenu au lieu de se comporter en stratégiste. En gros, ils postent ce qui leur passe par la tête, ils vont principalement et H24 regarder les likes ou regarder les impressions, et ils s'étonnent que ça convertisse pas derrière. Or, le but de créer du contenu pour trouver des clients, c'est de mettre en place un système d'acquisition et non pas une stratégie de communication. Et un système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque poste a un objectif précis, une métrique précise à suivre et à traquer. Ça veut dire aussi que chaque poste a une place bien précise dans un système, dans l'ensemble du système, et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Mais avant, le prérequis à tout ça, sur LinkedIn, je suppose que c'est la même chose aussi sur les autres réseaux sociaux qui existent, c'est le profil. Ton profil doit être clean, parce que ton profil va servir à 3 choses. Il va servir à convertir, à être découvert et à te rendre crédible. Et pour avoir un profil clean, par contre, il faut avoir une proposition de valeur qui est bien construite, une proposition de valeur claire, une offre qui est posée à plat. Encore une fois, d'où l'importance, plus que tout, d'avoir travaillé cette partie structuration en avant. Concernant le profil LinkedIn, je vais pas m'y attarder. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet que pareil, je mettrai dans la description sur comment construire un profil LinkedIn qui convertit, qui te permet d'être découvert et qui te rend crédible en même temps. Mais c'est les étapes les plus importantes du profil. La majorité des éléments que tu dois mettre en avant, en tout cas, la partie la plus importante d'un profil sur LinkedIn, c'est ce qu'on appelle le header sur LinkedIn, c'est ta bannière, c'est ta photo, c'est ta bio et c'est ton CTA. Après, il y a des éléments aussi que tu vas pouvoir optimiser pour la conversion. Encore une fois, j'ai fait toute une vidéo complète à ce sujet, donc je vais pas forcément prendre le temps de revenir dessus ici. Et donc, voilà ton système. Ton contenu LinkedIn, il se divise en 4 grandes familles et chacune a un job précis dans l'ensemble de ton tunnel. Les concepts mainstream, donc les posts avec un objectif de visibilité qui vont chercher à te faire découvrir auprès d'un maximum de nouvelles personnes. Là, l'idée, ça va être de créer du contenu entre guillemets avec un potentiel de viralité, et le but, ça va être de faire en sorte que, vu que tu es découvert auprès de nouvelles personnes, dans ces personnes-là, certes c'est mainstream, mais dans ces personnes-là, il y a aussi ta cible. Ensuite, tu as des posts personal branding, donc du storytelling perso. Donc là, ici, le but, c'est de faire des posts qui vont créer de l'engagement, qui vont créer de la trust avec toi. Donc là, tu vas pas traquer le même type de métriques. Les posts avec un objectif de crédibilité, donc les posts expertise. Là, le but, ça va être de convaincre que tu es une personne qui maîtrise son sujet, que tu connais exactement la situation dans laquelle se trouve ta cible, que tu connais exactement ce qu'il faut mettre en place aussi pour la faire arriver à sa situation rêvée. Et les posts de vente, où là, tu vas, ce sont des posts avec un objectif de conversion. Tu vas voir comment tu peux réussir à générer des rendez-vous via ces posts ou générer des conversations via ce post. Donc, le tunnel, ça commence par le mainstream qui va finalement remplir en fait ta base d'abonnés de personnes. Dans ces personnes-là, tu as des gens qui ont ta cible dans leur propre réseau. Donc ça va te permettre, vu que sur LinkedIn, on peut voir quand quelqu'un commente ou quand quelqu'un like un post, ça apparaît dans notre feed d'actualité, ça va te permettre de te rendre visible auprès de ta cible de manière indirecte via des gens de ton audience de manière générale. Et ta cible, tu vas la toucher via des posts storytelling, via des posts expertise et via des posts de vente. Et donc le tunnel idéal, si on peut dire ça comme ça, le template de publication idéal, c'est de poster 5 fois par semaine. Pourquoi c'est plus intéressant de poster plus et pourquoi tu le vois partout? Parce que, de manière très pragmatique, plus tu postes, plus tu testes, plus tu peux analyser ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, plus tu peux optimiser ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Et aussi, plus tu postes, plus tu as de potentiel de te rendre visible auprès des personnes que tu cherches à aller chercher. Plus tu postes, plus au moment où ta cible prendra la décision de travailler avec toi ou de ne pas travailler avec toi, eh bien, tu te rendras visible auprès d'elle. Le BAMA de la psychologie, c'est de se dire que les gens, ils ont besoin de te voir 7 fois déjà pour pouvoir vouloir passer à l'action avec toi. Donc, plus tu postes, plus tu as de potentiel que cette personne, elle te voit rapidement 7 fois et donc elle a envie de travailler avec toi. Mais aussi que les gens, ils prennent des décisions de manière très impulsive. Donc, en gros, ils ont un besoin le jour J. Si tu arrives dans leur feed et que tu attires leur attention
sur le besoin qu'ils ont le jour J, évidemment qu'ils vont penser à toi en priorité et qu'ils vont chercher à te contacter. Donc c'est vraiment avoir plutôt comme une partie un peu momentum, si je peux dire ça comme ça. Et aussi, c'est pour ça que le but est de créer un système et de pas faire que des posts expertise ou que des posts storytelling. Parce que sans ce système, soit t'as que des vues et ça sert à rien, soit t'as que t'as pas de vues, mais du coup, vu que t'as pas de vues auprès des bonnes personnes et donc ça sert à rien non plus et donc tu perds ton temps. Il faut pas non plus faire que vendre parce que les gens, ils vont aussi vouloir suivre ton contenu et vouloir suivre ton évolution et si tu ne les utilises que pour vendre, que pour tes propres moyens, tu vas perdre de l'intérêt de ta cible et surtout, pourquoi aussi? Parce qu'aujourd'hui, même ça a toujours été le cas, on fait appel à un prestataire de service, oui, pour le travail qui va nous délivrer la qualité de son rendu, mais également parce qu'on veut qu'il y ait une personne qui délivre ce projet, on veut que cette personne elle soit pro, on veut que cette personne elle soit sympathique, on veut que cette personne on puisse lui faire confiance et donc c'est important de créer cet écosystème de cette manière-là. Donc en publiant 5 fois par semaine, a priori, là j'ai mis 2 mainstream mais c'est pas du tout le cas, c'est soit un mainstream par semaine, 2 études de cas ou 2 expertises et un post storytelling, c'est pas dans l'ordre, peu importe, en fonction de comment toi évolue ta semaine, etc., etc. Donc le premier temps, ce sont les concepts mainstream. Pourquoi mainstream? Parce que le but c'est d'aller chercher de la visibilité, donc que ce soit le plus large possible. Ça veut pas dire que tu vas parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais que tu vas parler du sujet qui englobe ton domaine d'activité pour que en fait ça puisse parler à un maximum de personnes tout en étant relié d'une manière ou d'une autre à ton expertise et ce que tu vas devoir faire d'ailleurs dans le copywriting de ton post. Pour soi, concept, parce que idéalement, tu dois faire en sorte de pouvoir dupliquer ça pour pouvoir perdre le moins de temps possible dans la rédaction future. Je sais pas, t'as un type de poste où c'est des analyses de X, tu fais l'analyse de A, B, C, D, etc., etc. C'est beaucoup plus simple. Et donc, la première chose à comprendre avec les concepts mainstream, c'est que là, le but, c'est pas de partager ton expertise. C'est pas de partager du contenu ultra pointu sur ton travail. Ça va être les posts avec un objectif de crédibilité, les posts expertise. Parce que c'est possible, mais c'est pas forcément la chose la plus simple à faire que d'aller chercher un maximum de notoriété, de visibilité avec des posts qui vont rentrer en profondeur et expliquer pourquoi telle ou telle action a eu tel ou tel résultat. Pour m'expliquer, par exemple, si t'es CM, le community management, ça s'insère dans le milieu de la communication, qui s'insère dans le monde du marketing. Donc, tu vas pas faire des contenus sur comment faire une bonne story, par exemple. Tu vas plutôt chercher à aller parler, aborder des sujets, d'analyser des sujets, parce que les concepts mainstream, c'est souvent des analyses qui fonctionnent bien, par exemple, du monde de la communication, du monde du marketing, que tu vas relier toi derrière à community management, évidemment, parce que c'est ce que tu fais. Et l'idée, c'est de pouvoir non pas toucher n'importe qui, mais un maximum de personnes qui est ton audience cible. Parce que ton audience, c'est des personnes qui vont, pour que ce soit une bonne audience cible, qui vont avoir dans leur réseau ta cible et donc en interagissant avec ton contenu mainstream, te permettre de rentrer en relation indirectement avec ta cible. Donc, il faut bien faire attention à ça. En gros, voir ça comme ça, tu as ton audience cible à l'intérieur de laquelle tu as ta cible, parce que forcément les personnes de ta cible sont des personnes de ton audience, mais ton audience a aussi ta cible dans son réseau et donc te permet petit à petit de te rendre visible auprès de plein de nouvelles personnes que tu n'aurais pas forcément pu aller chercher par toi-même. Et parce que aussi, vu qu'on est sur un réseau assez traditionnel et B2B, professionnel tout du moins, si ta cible elle voit qu'une personne qu'elle connaît ou une personne en qui elle a confiance, elle est partie engagée avec un de tes contenus ou qu'elle est connectée avec toi, ça crée de la trust. Parce que même si ça veut rien dire, ça crée de la trust, on se dit la personne que je connais, elle trouve que son contenu il est pertinent, je vais m'y intéresser et je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc là, ce que tu vas analyser avec ce type de publication, c'est vraiment les impressions. C'est à quel point ton contenu a été visible et après combien d'abonnés ça t'a ramené potentiellement. Et pourquoi on va chercher à créer de la visibilité? Parce que la visibilité, c'est le numéro 1 pour te développer sur le long terme. Parce qu'en fait, si t'as une petite communauté, en soi, c'est pas un problème, mais tu vas finir par tourner en rond. Oui, si t'as une petite communauté de 3000 personnes, de là, est-ce que t'es 3000 personnes qui t'achètent, il y a des gens qui te diront, ça va mettre du temps, donc je peux rester avec 3000, c'est pas un problème. C'est pas un problème en soi, mais en fait, dans les 3000 personnes qui te suivent, tu n'as pas du tout que des gens de ta cible et que des gens qui sont prêts à payer. Il faut que tu cherches à être visible constamment auprès de nouvelles personnes de ta cible parce que encore une fois si tu ouvres un petit peu les yeux tu sais que ça va pouvoir te permettre d'avoir plus de data de marché d'une manière ou d'une autre, de te rendre visible auprès d'un nouveau panel de personnes et donc de développer plus d'opportunités, mais aussi parce que ça te permet de rajouter du nurturing sur ta partie setting que tu dois faire derrière. Donc là on va traquer les impressions et les abonnés, pas les leads. Les leads, si on a, tant mieux. Mais l'objectif de ce type de poste, la façon dont tu le construis, c'est d'aller chercher de la visibilité. Si à la fin, t'as pas de visibilité, que t'as que des leads, c'est des postes que tu dois repenser avec un objectif différent. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas atteint l'objectif qui est nécessaire. Donc, la nuance stratégique à comprendre ici, c'est que le mainstream va donc viser ton audience et dans laquelle se trouve ta cible, alors que les autres postes vont beaucoup plus viser ta cible directement, qui est en fait les abonnés les plus intéressants pour toi finalement derrière. On a toute une stratégie de comment trouver des postes avec un objectif de visibilité
visibilité. Je vais pas forcément tout dévoiler ici parce que c'est vraiment une méthodologie qu'on a à l'intérieur de l'accompagnement, mais comme tout dans le business, tu dois te baser sur la data de marché. Qu'est-ce que font des personnes qui sont influentes dans ton domaine d'activité comme type de poste qui leur ramène de la visibilité, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit via des newsletters ou peu importe. Quels sont les concepts qui sont partagés qui lui permettent d'avoir le plus d'impact dans ton marché? Et bah, c'est des choses que tu vas essayer de dupliquer à toi, de dupliquer à tes connaissances, à ton activité, et de, non pas plagier, hein, c'est pas du tout l'intérêt, mais de décomposer par rapport à ce que tu es capable de faire. C'est comme ça que tu vas trouver les meilleures inspirations de post avec un objectif de visibilité. Parce qu'en fait, tu vois un post sur, je dis n'importe quoi, un carrousel sur Instagram, parce que je reprends l'exemple TCM, d'une CM justement aux US qui a cartonné, qui a fait beaucoup d'impressions et beaucoup de likes. Bah, en fait, ça te montre que le marché est intéressé par ce type de post-là. Bah, ton objectif avec ce type de post, c'est de faire un maximum de vues. Pourquoi te prendre la tête à sortir quelque chose de toute pièce de ta tête? Dans un premier temps, bah, tu dois pencher stratégie à, je vais analyser quel est le hook qui a fait cette personne, quel est le format qui a été utilisé, quels sont les mots impactants potentiellement qui ont été utilisés également, quel est le concept qui a été traité, analyser en fait analyser les éléments globaux du poste pour voir comment tu peux les dupliquer à toi, ta stratégie, à ton expertise. Et c'est comme ça que tu vas gagner énormément de temps. Ça veut pas du tout dire que tu copies ou que tu plagies. Ça veut dire que tu t'inspires du package pour le dupliquer à ton activité et ensuite mettre toi tes éléments, tes pensées, tes inspirations, tout ce que tu veux évidemment. Mais si quelque chose fonctionne ailleurs, comment tu peux le dupliquer de ton côté? C'est le principe même du business. On le voit, les startups qui fonctionnent bien en France, elles sont parties s'inspirer de ce qui fonctionnait de plus en plus sur le marché US pour se dire, là, il y a une preuve de traction, il y a une preuve de marché, je peux le ramener en France et a priori, ça va fonctionner avec les bonnes stratégies. Pense un peu de la même façon concernant ta création de contenu. Si tu savais le nombre de créateurs, alors je parle pas de créateurs business, mais le nombre de créateurs sur contenu que tu vois sur TikTok qui, en fait, se contentent, je dis pas que c'est facile, mais de voir une nouvelle tendance de création de contenu ou une nouvelle niche qui émerge sur le marché US et qui le rapporte en France et qui explose. Je pense notamment à la personne que vous avez tous vu qui fait des micro-trottoirs. C'est pas facile, encore une fois, mais la capitaliser sur un truc qui fonctionnait ailleurs pour le ramener sur son marché et sur son secteur d'activité. C'est très smart, c'est très intéressant, ça permet de gagner énormément de temps. Et toi, en l'occurrence, t'as pas tout autant à faire sur la création de contenu, t'es pas non plus CM à temps plein pour toi. Le but, c'est de capitaliser sur ce qui intéresse ton marché, comment tu vas voir ce qui intéresse ton marché, des personnes qui font la même chose que toi, ce qu'elles publient sur les autres réseaux sociaux, où est-ce que ça fonctionne. Et donc, tu vas me dire, mais comment je vais trouver des inspirations? Tu connais très certainement tes goats un peu, les ponts pour toi, enfin les personnes les plus intéressantes, tes concurrents les plus famous que tu as dans ton domaine d'activité. À qui ces personnes-là sont abonnées? Sur LinkedIn, sur Instagram. Auprès de qui ces personnes-là vont engager, vont commenter, vont réagir. Tu peux avoir accès à ces informations-là. Ensuite, cette personne, peut-être qu'elle a une newsletter. Inscris-toi à ta newsletter. Peut-être qu'elle partage des inspirations créatives aussi de son côté. Tu peux peut-être aller voir, peut-être la trouver sur Pinterest, n'importe quoi. Si c'est un milieu qui est créatif. Va trouver, en fait, à partir d'un profil, tu vas trouver plein de profils. Les profils aussi qui sont suggérés, que ce soit sur LinkedIn, sur le côté ou sur Instagram, et te permettent en fait de basculer de profil en profil pour trouver de plus en plus d'inspiration. Et quand tu trouves quelqu'un sur LinkedIn, va voir s'il est sur Instagram et réciproquement parce que ça peut te donner des informations supplémentaires. Par contre, ce que tu dois analyser ici, je trouve pas juste une personne qui fait comme toi, c'est une personne qui fait ce que tu fais, qui a une grosse base d'abonnés, tu remontes dans tes posts, tu vois des posts qui ont vraiment beaucoup de résultats et c'est cela dont tu vas t'inspirer. Tu vas pas regarder des posts qui ont moins de 100 likes, ça n'a aucun intérêt. Vraiment des posts qui ont beaucoup plus de résultats corrélés à leur nombre d'abonnés. Si la personne elle fait 3000 likes mais qu'elle a sur LinkedIn c'est différent d'Insta, mais sur LinkedIn, imagine que la personne elle fait 3000 likes mais elle a 300 000 abonnés, c'est pas un bon post d'inspiration. Par contre, si elle fait 300 likes mais qu'elle a 1000 abonnés, là c'est un très bon post d'inspiration. Il faut vraiment tout calculer par rapport au contexte, encore une fois, de la personne, son nombre d'abonnés, son domaine d'activité, est-ce que ces autres posts fonctionnent ou pas de manière générale, à qui ce post a parlé dans les commentaires et dans les likes, tu peux regarder, est-ce que c'est plutôt justement des gens qui font comme toi ou plutôt des personnes de la cible, etc., etc. Très intéressant et très important de voir comment tu vas pouvoir dupliquer le package, mais pour pouvoir dupliquer le bon package, il faut aller chercher les informations concernant le contexte. Donc ça, je t'invite à noter tout ce que je viens de dire, c'est une petite partie de la stratégie, mais très intéressante qui va te permettre vraiment de pouvoir aller mettre en place les bons concepts mainstream et perdre le moins de temps possible. Maintenant donc, le deuxième type de contenu, c'est le storytelling, les posts personal branding. L'objectif ici, c'est quoi? Ça va être d'engager, de faire en sorte que les gens s'attachent à toi, que tu leur donnes confiance, qu'ils comprennent qui t'es, qu'ils se projettent dans le fait de te connaître en fait déjà, littéralement, puisque tu parles de toi. Donc en gros, le mainstream te fait découvrir, les posts expertise te crédibilisent, et à la fin, les gens ils achètent, oui, pour un résultat, mais ils achètent auprès des personnes de laquelle ils s'identifient et qui leur donnent confiance. Donc le but des posts personal branding, d'une storytelling professionnel, c'est de montrer quel est l'humain derrière le freelance, derrière la personne qui a un business. Quelle est sa personnalité, sa façon de penser, sa vision du métier, ses do's and don'ts,
Ce qui fait en fait qu'un prospect va avoir envie de bosser avec toi et non pas, si tu as un concurrent qui fait exactement la même chose que toi pour le même tarif, non pas avec ton concurrent. Donc en gros, le but ici, c'est de te vendre. Donc là, il faut comprendre quelque chose, c'est que tout le monde se plante sur le storytelling et pense que c'est raconter leur vie. Ah non, on s'en fiche de ce que tu as fait hier, on s'en fiche du fait que tu penses que la musculation, ça a un rapport avec le business et qu'il y a beaucoup de correspondance entre les deux. Ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de raconter ton histoire professionnelle, de faire des liens entre ce que tu vis dans le cadre de ton activité, ce que tu vis dans le cadre de tes missions avec tes clients et toi, tout simplement. Donc, le but, c'est de te dire comment tu peux parler de ton parcours, de ce que tu fais dans ton métier, des galères que tu as traversées, comment tu les as réglées, d'une mission qui a mal commencé et qui a bien fini, ou inversement d'une conviction forte que tu as par rapport à ton marché, par exemple, c'est du storytelling professionnel, non pas personnel. Là, le but, c'est de dégager de l'émotion au service de ton business et pas juste de parler de toi pour parler de toi. Oui, ça peut fonctionner, mais en soi, c'est bien de temps en temps potentiellement, mais tu vas plus saouler les gens qu'autre chose. Donc, un bon post storytelling, ça part d'une situation que tu as vécue. Donc, tu vas raconter avec, pas forcément le plus de minutieux possible, mais des détails. Pourquoi? Parce que les détails, c'est projectif. Plus t'es projectif, plus on rentre dans ton histoire, plus on rentre dans ton histoire, plus on a envie de rester jusqu'à la fin, et plus aussi on s'attache à toi, parce qu'on arrive justement à se projeter et à visualiser. Donc, en gros, tu parles d'une situation vécue, tu racontes avec des vrais détails et un maximum d'émotions comment tu l'as vécu, tu relis ça idéalement avec un enseignement et c'est comme ça que tu vas créer de la confiance. Donc en gros, le point qui change tout, c'est que ton histoire, elle doit ramener vers quelque chose. C'est-à-dire que tu dois pas te contenter de partager pour partager. Tu dois partager pour un résultat. Bah, tu as changé ta manière de travailler, tu t'es repositionné, tu sais que tes clients maintenant il leur faut ça, il faut pas leur faire ça. Contrairement à ce qu'ils pensent, t'as décidé de passer en mode agence, enfin bref, peu importe, le but c'est pas de raconter pour raconter, d'avoir un journalating, mais de faire un lien en fait avec ton activité, avec la façon dont tu fonctionnes, avec la qualité de ton travail, avec ce que tu peux délivrer pour tes clients. Et c'est comme ça qu'en fait, tu vas rentrer dans la tête de ton prospect, tu vas commencer à rentrer dans la tête de ton prospect comme un expert, parce qu'il s'attache à toi, et tu lui rajoutes tout le temps, ah bah au passage j'ai travaillé avec telle personne, ou au passage j'ai amélioré ça dans la façon dont je délivre pour mes clients. Naturellement, ça crée d'autant plus de confiance en toi, mais aussi en l'expert que tu es. Donc le storytelling, je pourrais en parler des heures. J'ai créé une vidéo entière à ce sujet que je vais mettre dans la description pour savoir comment on écrit un bon post storytelling, comment on raconte correctement une histoire, quelles sont les étapes à suivre, à ne pas suivre, comment on fait un bon hook, etc. par rapport à ça. C'est une vidéo sur laquelle j'ai bossé beaucoup de temps, mais j'ai eu beaucoup de retours très positifs, donc je pense que tu vas kiffer, je mets ça dans la description. Et du coup, côté métriques, qu'est-ce que tu vas analyser avec les posts storytelling? Tu vas analyser le nombre de réactions, le nombre d'interactions que tu as eu, le ratio en fait impression like, impression commentaire, même peut-être les félicitations que tu peux avoir en DM ou les prises de contact plus humaines que tu vas pouvoir avoir en DM derrière. L'idée c'est vraiment de traquer les interactions que tu as de la part de ta cible et de la part de ton audience, parce que c'est intéressant de savoir est-ce que ton audience réagit aussi ou pas. Pourquoi? Parce que ton audience va te rendre visible auprès de ta cible que tu n'as pas encore déjà dans ta base d'abonnés. Donc exemple dans mon post storytelling, je pourrais parler de plein de choses. Il s'est passé plein de choses dans ma vie. Moi, j'accompagne les freelances. Ma cible, ce sont les freelances. Mon objectif, c'est de montrer toutes mes compétences et mes connaissances sur le marché du freelancing, à quel point on est capable d'avoir des résultats et à quel point on se différencie de tous les concurrents qui ont quelque chose de très basique sur le marché ou qui sont des gros arnaqueurs. Si je veux parler de moi et que ça résonne auprès de ma cible, je peux notamment parler de comment j'ai vécu mes premières missions de freelance. Et là, par exemple, ce post, il avait très bien performé. Et je disais, ma première mission freelance ne me plaisait pas, ma seconde ne me plaisait pas non plus, ma troisième non plus, et je décidais de ne pas faire la princesse. Bon, au-delà du fait qu'on pourrait analyser le hook à part entière, je raconte une histoire, comment finalement j'ai géré mes 3 premières missions de freelance, mais je délivre de la valeur, je fais un lien en fait, si on fait le lien ici avec une leçon, c'est que j'ai pas fait ma princesse, et donc on sait que je vais raconter mon histoire et que je vais apporter de la valeur, donc je vais parler de mon expertise à travers mon histoire sans qu'on s'attende à ce que je donne une leçon à la personne, mais plutôt que je partage une leçon que j'ai tirée de ma propre expérience. Et c'est comme ça que je fais des posts storytelling qui marquent auprès des bonnes personnes, et attention à bien par contre toujours partir de ton ADN client, pareil que j'ai mis dans la description, de la structuration, de ton analyse de marché pour faire des posts qui parlent non pas à tes pairs mais qui parlent à ta cible, parce que tu fais les liens corrects avec sa situation désirée, sa situation initiale, ce qu'elle pense pas, des partenaires potentiels, etc. Enfin bref, peu importe. Donc très 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 important. Donc voilà, j'ai fait toute une vidéo entière à ce sujet avec beaucoup plus de détails que je vais te mettre dans la description. Maintenant, la troisième typologie de posts, ce sont les posts avec un objectif de crédibilité et les posts expertise. La première chose à retenir impérativement, c'est qu'un post expertise ne cherche pas à vendre. Le post expertise a pour but de te rendre crédible auprès de ta cible. Encore une fois, comme pour n'importe quel type de post, si ça te ramène des leads, c'est très cool. On va pas dire non, évidemment. Mais
tu dois le construire avec un objectif, non pas de montrer que tu es capable d'apporter, que tu as déjà apporté des résultats avec X, puisque là c'est un poste de vente, tu montres le déroulé de ton travail, mais de montrer que tu maîtrises ton sujet et qu'on peut te faire confiance, de montrer que tu sais comment nous faire passer en tant que personne de ta cible de notre situation initiale à notre situation désirée, tu connais quelles sont toutes nos péripéties, etc., etc. Donc là c'est un contenu qui montre ta maîtrise de ton sujet, ta compréhension des problématiques réelles du marché, ta capacité aussi, si ta cible le recherche, à vulgariser avec pédagogie les informations. Mais attention, c'est pas un post qui dit je suis un expert, évidemment, c'est un post qui fait ressentir ton expertise à travers la clarté de ton raisonnement. Donc un bon post expertise, c'est celui qui fait se dire à ton lecteur, mais cette personne elle comprend exactement ma situation, je peux lui faire confiance, et je me dis putain, elle a sacrée compétence. Et puis en plus c'est en amont, t'as fait un bon post expertise, sacrée compétence, et puis sacrée personne, parce que je me reconnais vraiment dans ce qu'elle dit, ou j'aime bien sa personnalité, j'aime bien ce qu'elle renvoie, j'aime bien ses valeurs, etc., etc. Donc voici les éléments importants. Mais encore une fois, bien garder en tête que le plus important c'est de parler à ta cible. Ici, on va pas traquer les impressions, on va traquer l'engagement, non pas de n'importe qui, mais de la part de ta cible. Est-ce que tu vas avoir des demandes de connexion qui vont être générées par ta cible, des visites de profil qui vont être générées par ta cible, des commentaires, des likes, des DM potentiellement. Encore une fois, tu écris pour ta cible, donc à quel point elle a interagi d'une manière ou d'une autre avec ton post. Par exemple, un post expertise que j'avais fait, c'est le marché freelance est saturé, pas en termes d'offres, mais en termes de messages. C'est pas un post storytelling, je parle pas de moi, je parle pas en jeu ici. Enfin, forcément, je parlais en jeu à l'intérieur de mon post, mais je ne partage pas une histoire que j'ai vécue, mais je parle directement de mon expertise. C'est-à-dire que je connais le marché du freelancing sur le bout de doigt, je sais quelles sont les choses que pense mal ma cible, je sais dans quelle situation elle est, je sais exactement où est-ce qu'elle veut aller, je sais exactement ce qu'il faut mettre en place, je sais quelles sont ses croyances limitantes, je sais quelles sont ses erreurs. Et là, typiquement, avec un post comme ça, c'est exactement l'image que je renvoie. Je renvoie cette image de je sais déjà comment tu penses que le marché est saturé, je te dis que c'est faux, je vais te développer à travers l'entièreté de mon post ma pensée et t'expliquer pourquoi tu penses mal et ce que tu dois mettre en place pour mieux y arriver. Je te saupoudre un petit peu de preuve sociale par-ci par-là, on se dit que je suis une experte, on se dit que je maîtrise mon sujet. Là, ouais, c'est cool, ce post, il a fait des impressions, il a fait des interactions. En soi, j'en ai rien à faire que ça a fait des impressions. C'est surtout que l'ensemble une grande majorité des interactions de ce post, ce sont des personnes de ma cible. C'est des personnes qualifiées. Donc voilà, important à garder en tête. Et donc, concrètement, comment se structure un post storytelling, un post expertise. Juste avant d'aller là-dessus, il faut comprendre quelque chose de fondamental que personne ne partage, c'est que tu fais pas non plus les mêmes posts expertise si tu vends un truc à 500 balles que si tu vends un truc à 5000 balles ou à 10 000 balles. Tout dépend de la prise de conscience que ta cible doit avoir et de sa capacité à faire par elle-même. Si une personne, elle est prête à mettre 2000 € dans un site, tu vas pas essayer de lui montrer à travers tes posts comment elle peut le faire elle-même, comment construire un bon header, comment construire un bon X, Y, Z chose. Elle s'en fout, elle veut juste le résultat, elle a pas le temps de le faire, elle a l'argent pour que tu passes à l'action pour elle. Donc voilà, tes posts expertise, les typologies de posts expertise que tu dois faire sont pas les mêmes, encore une fois, en fonction de la personne à laquelle tu t'adresses. Si pour le coup, ta cible c'est une cible qui va mettre du cash pour avoir un bon site, tu vas pas lui montrer comment faire un bon header, tu vas plutôt lui dire un de ces 3 headers convertit 40% de mieux que les autres, voici pourquoi. Et là tu expliques pourquoi, parce que tu pars de ta cible, ses objectifs c'est d'avoir un site qui convertit plus, elle est curieuse de connaître, parce que c'est son business, quelles sont les choses à mettre en place dans son activité pour augmenter le taux de conversion. Et vu que tu lui montres étape par étape pourquoi, tu lui expliques pourquoi, tu saupoudres ça de preuve sociale, on se dit que petit à petit que t'es l'expert qu'il nous faut. Et à l'inverse, si ta cible, par exemple, je dis n'importe quoi, TCM, et si ta cible au début, elle gère ses réseaux toute seule, ton objectif, ça va être de lui expliquer comment faire une partie de ton travail. Pourquoi? Pour lui montrer en fait qu'elle sait pas faire son travail, parce que c'est pas son expertise et qu'elle fait mal. Donc par exemple, ça peut être de lui expliquer comment faire une bonne story pour avoir tel objectif. Mais là, tu exposes le résultat qu'elle peut obtenir et ton objectif caché à travers ce type de post, c'est qu'elle comprenne que c'est pas si simple. Tout est réfléchi. Qu'est-ce que tu veux que ton lecteur y retienne de ton post? Qui tu veux viser? Quel est son degré de prise de conscience par rapport à ton expertise? Comment cette personne fonctionne? Donc d'où l'importance, encore une fois, d'avoir un super bon ADN client et d'avoir une très bonne structuration. Donc une structuration qui correspond aux besoins de ta cible, parce que sinon t'as la même tarification, t'as la mauvaise offre et donc t'as la mauvaise approche derrière. Maintenant, donc comment structurer un bon post expertise? La structure de base que tu as peut-être déjà entendu ou lu je ne sais où, c'est la structure PAS, problème, agitation, solution.
D'abord, évidemment, quand n'importe quel post sur LinkedIn, tu as un hook. Le hook qui parle à ta cible, c'est-à-dire qu'elle doit être précisément mentionnée. Tu dois la projeter sur un point de douleur ou sur un objectif qu'elle a et idéalement, tu mets des chiffres si possible. Ensuite, le problème, c'est une erreur, une mauvaise pratique, une question récurrente et là, en fait, en gros, tu mets le doigt là où ça fait mal. Puis l'agitation, en gros, là, tu enfonces le doigt là où ça fait mal, il faut que tu fasses ressentir la conséquence ou le risque de rester dans cette situation-là. Tu remues le couteau dans la plaie. Et cette étape, c'est celle que tout le monde zappe, alors que c'est celle qui crée le plus d'émotions et qui pousse à l'action. Parce que un post qui est purement descriptif, sans agitation, il paraît assez froid. Ok, tu me partages quelque chose, mais tu me fais pas avoir de réalisation particulière, ça ne m'engage pas. Alors que si tu remues le couteau dans la plaie, je ressens des émotions, je me dis, mais ouais, c'est vrai, je pense mal. Et en agitant le couteau dans la plaie, je me rends compte de certaines choses. Et si c'est toi qui fais se rendre compte de certaines choses à ton prospect, naturellement, tu rentres dans sa tête comme un expert parce qu'il a appris des choses, il a eu des prises de conscience grâce à toi. Là, t'es dans son cerveau en fait. Tu gagnes des points, beaucoup de points sont gagnés. Et enfin, t'as ta solution, donc c'est ta méthode, ton raisonnement, ton expertise, c'est là où vraiment tu montres comment ton expertise se fait. Et par contre, il faut bien prendre en considération qu'il faut avoir une seule idée forte par poste parce que pour pouvoir faire tout ça, il faut que tu aies vraiment un fil conducteur à l'entièreté de ton poste. Et si tu rentres trop dans les détails, tu vas perdre les gens. Non, pars de cette structure et toujours de ta cible. Quels sont ses objectifs? Quelle est sa situation initiale? Quelles sont ses peurs? Quelles sont des mauvaises choses qu'elle met en place dans son activité? C'est comme ça que tu vas pouvoir créer le bon problème, créer la bonne agitation et faire un lien logique avec ta solution. Et le CTA, c'est de conclure ton raisonnement évidemment et de renvoyer vers une prise de contact. Oui, les postes d'expertise n'ont pas pour objectif de vendre, à proprement parler, mais en fait, étant donné que si tu as bien fait ton travail et que tu fais une bonne stratégie de com de manière générale, peut-être que en fait ton poste d'expertise va tellement agiter un problème auprès de ta cible qu'elle peut être prête à presser à l'action, donc il faut que tu mettes un CTA impérativement dans ce type de poste-là. Et là, reste la question que tout le monde se pose, mais où est-ce que tu trouves tes idées de post expertise toutes les semaines? Parce qu'il faut en faire toutes les semaines. Deux sources. Comme d'hab, l'ADN client. Juste, donc, pour illustrer mes propos, là, c'est le post que je vous ai montré juste avant. Ici, c'est mon hook. Ici, c'est mon problème. Tout le monde se dit la même chose. Je suis créative, le problème, personne ne recommande un freelance fourre-sous. J'énonce simplement les faits. C'est le problème. Ensuite, ici, je remue le couteau dans la plaie. Le problème, c'est ça, mais pourtant, on recommande pas ça, on recommande ça, je l'explique. Mais si tu t'ennuies vite, se nicher peut vite ressembler à une prison, donc en fait j'agite le couteau dans la plaie. Je sais très bien que tu te dis ça parce que tu veux rester large, parce que en fait t'as peur de t'enfermer. Et j'énonce quelles sont les problématiques par rapport à ça, quelles sont les problématiques dans lesquelles ma cible se reconnaît. Et ensuite j'énonce la solution. En réalité le problème c'est pas de se nicher, c'est de le faire mal. Et là j'explique pourquoi c'est de le faire mal. Ici, mon poste expertise avait pour objectif de renvoyer sur ma newsletter qui rentrait beaucoup plus en profondeur sur le sujet. Donc mon CTA, il est vers l'action que je veux que ma cible réalise, qui était ma newsletter, mais j'aurais très bien pu faire une solution différente et donc renvoyer vers une prise de rendez-vous. Poste d'ailleurs qui m'a rapporté énormément de leads. Bref, donc maintenant, reste la question que tout le monde se pose, et que tout le monde me pose, mais où est-ce que je trouve des idées de post-expertise qui plus toutes les semaines? Parce que je dois en faire toutes les semaines. Il y a deux sources. Ton ADN client, ça fait 15 fois que je le dis dans cette vidéo, c'est là où il y a le plus d'éléments d'information, évidemment, parce que t'as tout, en fait. T'as toutes les douleurs de ta cible, t'as tous ses objectifs, t'as toutes ses peurs, t'as toutes ses problématiques, part de ton ADN client. Et ensuite, t'es rétrospective. Là, c'est la vraie machine à idées, parce que après chaque call découverte, tu notes pourquoi ce lead t'a contacté toi, suite à quel poste, quelle question il avait, quelle croyance limitante il avait, où est-ce qu'il a bloqué, qu'est-ce qu'il te posait, bref. À chaque fin de journée, deuxième rétrospective, tu notes aussi les questions que t'ont posé tes clients au cours de la journée et les prises de conscience que tu as eues au cours de ta journée. Prise de conscience qui va pouvoir aussi être utilisée dans les posts storytelling d'ailleurs. Et chaque fin de semestre, tu fais des rétrospectives générales de tes missions aussi, mais surtout de ta création de contenu, puisque là on est en train de parler de machines pour générer des idées de contenu. Tu repasses sur tes posts, quels sont les posts qui ont le plus performé. Pourquoi? Quand tu les analyses, évidemment la partie analyse est beaucoup trop importante. Tu regardes aussi les commentaires. Est-ce qu'il y a plus de commentaires de ta cible sur ce type de post ou moins sur ce type de post? Quels sont les commentaires qui sont laissés? Est-ce que ça te donne des suggestions de choses sur lesquelles tu vas pouvoir rebondir? Nous par exemple chez ProduScale, on a une page Notion qui s'appelle Problème de nos clients et à chaque problème qui est traité en appel, on vient sur cette note et on vient donner des idées de posts qui peuvent être utilisés soit en storytelling pro, soit en post expertise derrière et parfois même également aussi parce que toute cette partie-là peut te donner des posts de vente à proprement parler puisque au cours de ta semaine, j'espère que tu as eu des victoires et des résultats pour tes clients donc que tu vas pouvoir partager de cette manière-là. En gros, littéralement, c'est ta cible qui te donne toutes tes idées puisque même quand tu vas analyser ton contenu, tu vas analyser s'il performe. En gros, oui, il y a l'algo qui joue, mais est-ce que tes posts expertise que tu as fait les semaines précédentes ont performé? C'est-à-dire qu'il y a eu les bonnes interactions, tes posts de vente, il y a eu les bonnes prises de rendez-vous, etc., etc. C'est pas très compliqué. Il suffit, entre guillemets, juste de faire ressortir, en fait, les informations que te donne indirectement ou directement ta cible et de réussir à créer un bon copywriting autour de ça. Mais
pour faire un bon post expertise, ça c'est vraiment la façon la plus simple de projeter correctement ton prospect, de projeter correctement ta cible. Et quatrième type de contenu, les posts de vente. Et là, il faut bien comprendre la philosophie. Le but, c'est pas de dire achetez mon produit. Certainement pas. La vente, elle se fait par de la projection. Et la projection, c'est quoi? C'est la suite logique déjà de tout ce que tu as construit en vente, de la visibilité, de la crédibilité, de la création de confiance aussi. Et donc, la chose qu'il faut comprendre, c'est que tes posts de vente, c'est des posts qui vont partir de tes missions clients. D'où la pertinence de tes rétrospectives. Tu dois également faire des rétrospectives de chaque fin de projet, de chaque fin de mission, pour voir quelle était la situation initiale, quel est le résultat final, quels sont les éléments sur lesquels vous avez travaillé ensemble, quelles étaient ses peurs, quelles étaient ses questions. Et j'ai fait une vidéo sur comment décomposer 15 idées de posts à partir d'une seule mission client, pas que des posts de vente, une grande partie de posts de vente, parce que c'est une mine d'informations. Un post de vente, ça doit montrer le résultat de ton client, ou le témoignage de ton client, ou une partie de la mission. Mais avant de rentrer là-dedans, il y a 3 règles pour un bon post de vente. Le timing déjà, idéalement un post de vente, tu dois intervenir après que tu as apporté de la valeur. Donc ça passe après un post expertise. Cependant, si tu as un post qui a percé la veille, tu postes un post de vente le lendemain. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir profiter de la visibilité, de l'attraction que tu as sur ton site, sur ton profil, et capitaliser là-dessus. En gros, les gens, ils t'ont découvert hier, directement tu leur balances de la preuve sociale. Ça veut pas dire qu'ils vont acheter, mais ça veut dire que potentiellement ils peuvent se poser des questions, se dire je vais quand même suivre le travail de cette personne-là pour voir comment ça évolue. Deuxième règle, c'est les datas que tu dois aller traquer. Sur un post de vente, on va pas regarder les likes. S'il y en a, c'est cool. J'ai un post d'une cliente que je peux montrer ici, qui est un post de preuve sociale qui a cartonné et qui a carrément été republié sur la page Instagram de LinkedIn France. C'est cool, mais c'est pas ce qu'on vient de traquer. D'ailleurs, ce post-là lui a ramené 6 ou 7 leads. Je sais plus exactement. Ce qu'on vient de traquer, c'est les prises de rendez-vous et c'est les prises de contact. Donc les DM reçus, les prises de rendez-vous dans ton Calendly et le nombre de clics sur ton Calendly de manière générale. Bon, Calendly ou site, selon où est-ce que tu vas renvoyer, ça sera un autre sujet. Donc on va traquer non pas la conversion en termes de nombre de clients, mais la conversion en termes de nombre de leads. La conversion en termes de nombre de clients, ça sera à travailler sur la partie commerciale à proprement parler. Si ça fait des likes et ça fait des impressions, tant mieux. Mais ce qui compte, c'est d'avoir un lead. C'est ça qui compte. Donc si tu fais un post de vente et que ça te ramène pas de lead direct ou indirect, indirect ça veut dire aussi qu'il y a des prises de contact de la part de ta cible et des interactions de la part de ta cible. S'il n'y a pas ça, ça veut dire que c'est pas un bon post de vente. Mais s'il y a ne serait-ce que des commentaires de la part de ta cible, des visites de profil de la part de ta cible qui t'ont permis de faire du bon setting et ce setting a converti, là c'est un bon post de vente. Et s'il y a des prises de rendez-vous direct, c'est encore mieux. Et la troisième règle, c'est le CTA. Tu peux pas faire un post de vente sans CTA, c'est impensable. Tu projettes tellement la personne dans une situation qu'elle connaît et que tu as résolu avec un client que tu dois mettre un CTA à la fin. Donc le but, c'est pas non plus de foutre un CTA pour foutre un CTA, genre on en parle si vous voulez pour mettre ça ensemble en place CTA. Il faut comprendre que le prospect il est fainéant, donc il faut vraiment que tu fasses le lien logique avec le post et que tu lui dises exactement ce qu'il doit faire. C'est pas juste envoyez-moi un message. Non, parce que pour t'envoyer un message, il faut déjà qu'on soit en relation avec toi. Donc si la personne n'est pas en relation avec toi, elle doit t'ajouter en connexion. Elle doit se rappeler qu'elle t'a ajouté en connexion, regarder si tu as accepté sa demande de connexion, puis aller t'envoyer un message. Jamais de la vie, ça ne marche pas comme ça. Tu mets directement un lien, par exemple, pour voir si je peux t'aider, comme je l'ai fait avec tel client, prends directement un rendez-vous de 15 minutes ici. Peu importe, c'est à toi de voir quels sont les CTA qui sont les plus adaptés à ton activité et à ton profil de client. Et donc, concrètement, ton poste de vente, comme je te l'ai dit, il doit projeter ta cible. Alors, plusieurs types de postes de vente, je le rappelle. Un poste résultat rétrospectif sur l'entièreté de la mission. Un poste témoignage ou un poste qui va partir sur une partie de la mission qui a été réalisée. Mais encore une fois, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet pour te donner un maximum d'idées de contenu que tu vas pouvoir débloquer à partir d'une seule mission client. Mais donc, par exemple, là, ce poste de preuve sociale, ce poste de vente là, il m'a ramené énormément de leads à l'époque quand je l'avais fait, quand j'avais fini de travailler avec Anthony. Voilà, la mécanique, elle est toujours la même. Tu pars d'un problème que vit ta cible et tu montres que ce que tu as mis en place pour un de tes clients dans cette même situation. Un problème que vit ma cible, il est que sur Malte et il a que des petites missions à 300 balles, sous-entendu des projets qui sont nuls. Résultat final, un premier devis signé à plus de 3000 balles en quelques semaines après avoir rejoint l'accompagnement. Donc ça, c'était même pas en fin d'accompagnement, il y a qu'à voir. C'était vraiment en cours d'accompagnement. Donc c'était encore plus puissant. Et ensuite, l'idée, c'est de respecter la structure d'un post storytelling. Non pas un post storytelling personnel, professionnel par rapport à toi, mais dans le sens où tu vas raconter une histoire, tu vas raconter l'évolution, l'histoire de la mission que tu as vécue avec ton client. Donc c'était quoi la situation initiale de cette personne-là, de manière la plus projective possible, la plus précise possible, pour que
ton client type, ta cible se reconnaisse dans la situation initiale du client pour lequel tu as fini de travailler ou tu as déjà délivré je ne sais quoi. Bah voilà. Ensuite, élément perturbateur, c'est-à-dire quelle est la problématique qui a fait prendre conscience à ton client de travailler avec toi? Bah la peur que tout va s'écrouler, par exemple, ici dans mon cas. Et surtout, il voulait évoluer, proposer d'autres types de missions, aller vers quelque chose de beaucoup plus premium, de beaucoup plus stratégique. Ensuite, les péripéties, tout ce que vous avez mis en place ensemble, hop, évidemment, le résultat final, c'est ce qu'on attend ici. Bon, c'est mis un peu partout en avant, mais c'est ce qu'on attend ici. Et ensuite, on veut une conclusion, c'est-à-dire que c'est la conclusion dans un poste de vente, c'est l'introduction de ton CTA, les CTA qui est tout à fait logique derrière. Cependant, là, c'est vraiment la structure d'un poste de vente. Quand tu fais une rétrospective de l'ensemble d'une mission, évidemment, si tu fais un poste de vente où tu partages plein de témoignages qu'ont eu tes clients, que t'ont donné tes clients, tu vas pas faire la même chose, tu vas pas forcément avoir la même structure. Si tu fais un poste de vente où tu partages uniquement une partie du travail qui a été réalisé, tu vas pas forcément suivre la même structure, mais souvent c'est tout du moins tout de même la même chose. Donc la matière première de tes postes de vente, c'est la preuve. Donc l'action tout doux là que je te donne à faire de ton côté, parce que la preuve vend à ta place, c'est quelque chose que tu peux mettre en place cette semaine, c'est d'aller faire une espèce de chasse aux preuves. Tu parcours toutes les conversations WhatsApp, Slack, mail que tu as eu avec tes anciens clients et tu fais des captures d'écran de tout, les compliments, les résultats chiffrés. Pareil, si tu as encore accès au dashboard de tes clients pour voir, je sais pas, si tu fais de l'acquisition, combien de leads tu as généré, va screener les résultats de ton dashboard. Tu screens les messages de remerciement, tu screens tout, tu anonymises si besoin, si c'est souhaité par ton client type ou si toi tu le sais qu'elle sera pas très contente que tu aies en avant son nom de famille ou le nom de sa boîte, et tu vas constituer une banque de preuves sociales, une banque d'images de preuves sociales. Je vais te montrer à quoi ressemble la mienne. Et en fait, là du coup, tu sais que tes postes de vente, tu auras de la preuve que tu pourras mettre dans une photo, tu sais que tu pourras faire une projection qui sera précise parce que tu auras exactement la situation avant, exactement la situation après. Et si des gens ils te demandent qu'est-ce qui fait que tu me dis que tu dis, qu'est-ce qui fait que je peux me dire que tu dis la vérité, bah tu pourras lui envoyer un screen. Bon, ça n'arrive jamais, mais si c'est quelque chose qui te fait peur, au moins tu sais que tu pourras être backup de cette manière-là. Du coup, pour vous montrer, bon là c'est un crime d'une partie, mais nous on a toute une partie de banque de preuves sociales qu'on met à jour chaque mois, où chaque mois on va revenir sur le canal victoire des clients dans lesquels ils ont partagé leur victoire de la journée ou de la semaine, dans les messages qui ont été échangés avec les coachs pour pouvoir screener les résultats intéressants et partager le nom, le prénom de la personne, son domaine d'activité, son type de résultat, signature, progression client, remerciement, c'est toujours important, le pilier juste pour que nous on puisse faire le lien, et on met le screen de la photo et on met également l'écriture parce qu'après nous on a des process automatisés derrière. Mais la preuve vend à ta place. Donc si tu peux prouver en fait que ce que tu dis c'est vrai, fais-le. Mais encore une fois, un screen de message d'une personne, d'un client, d'une personne donc de ta cible qui partage un problème, un screen de message de ton client qui te remercie, un screen de message qui te dit j'ai eu tant de résultats aujourd'hui, parce que c'est projectif. La preuve c'est projectif, les chiffres c'est projectif, la précision c'est projectif, et là du coup forcément tu gagnes tout. Donc fais ce travail de te créer une banque de preuves sociales, c'est très important, et aussi sois initiateur de messages de la part de ton client en allant lui poser des questions toutes les semaines. Alors ça dit quoi niveau lead, alors ça dit quoi niveau résultat, alors comment ça se passe de ton côté. Comme ça tu auras en fait des screens que tu pourras faire régulièrement aussi. Maintenant qu'on a vu toute la stratégie de contenu LinkedIn, évidemment poster ne suffit pas. Ça serait trop simple, sinon, ce serait pas simple, mais bref, ça suffit pas. En gros, il faut que tu postes les bons posts avec la bonne stratégie, auprès des bonnes personnes, que tu projettes suffisamment ta cible, tout ce qu'on a vu, mais il va falloir que toi, à la mano, tu te rendes visible auprès de ta cible. C'est un élément très très important dans le système LinkedIn de manière générale. Il faut te dire que ton engagement, c'est de commenter de manière pertinente sur les posts des autres, auprès des personnes de ta cible, auprès des créateurs dans ton secteur d'activité et auprès de tes pairs, non pas de tes concurrents, mais de tes pairs. Si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller regarder la vidéo sur l'offre à nouveau. Comme ça, tu seras obligé de le faire. Donc là, il faut te dire que tu as une fourchette de 10 à 20 commentaires que tu fais dans l'heure de publication de ton post. Oui, il y a des heures où c'est plus intéressant de poster que d'autres. Cependant, l'algorithme, il a tellement évolué que ça n'a plus forcément d'importance. Tu sais, sur le long terme, si un post fonctionne pas, j'entends par long terme, 5 jours minimum. Mais idéalement, ce qui fonctionne le plus, c'est quand même de poster aux alentours de 8h du matin. T'as une plage horaire que tu te cales un petit peu en amont et surtout après ta publication, où tu vas commenter auprès de ces 3 typologies de listes-là que tu dois faire au préalable, de personnes que tu vois passer dans ton feed qui rentrent dans une de ces 3 cases, et laisser 10 à 20 commentaires, Et en parallèle de ça, avoir une autre page sur laquelle tu as ouvert ton post du jour, où tu vas répondre aux commentaires. Ça, c'est très important. Les gens prennent la peine de te laisser un commentaire. Il faut que tu répondes si tu peux le faire. Pas obligé de répondre à tous. Évidemment, on a tous une vie, mais réponds, et surtout réponds dans l'heure de publication pour montrer à l'algorithme que tu es présent. Pour quelle raison? Quel est l'objectif d'un algorithme? Que tu restes le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, il va d'autant plus te pousser si tu montres que tu le consommes, si tu montres que tu joues le jeu. Tu peux pas juste dire, je vais l'utiliser, je fais en sorte qu'il me ramène des leads. Joue le jeu. Commente,
engage. Et en plus, en faisant ça, eh bien, tu te rends visible aussi auprès de personnes de ta cible qui vont te découvrir potentiellement de cette manière-là ou qui vont se rappeler de toi si tu commentes correctement. Donc, c'est vraiment un pilier qui est très important. Et c'est pas de la prospection, c'est pas du setting non plus, c'est de l'engagement. Tu vas pas commenter pour vendre, tu vas commenter pour montrer que t'es pertinent, tu peux rajouter des touches d'humour, tu peux rajouter de la précision. Ça, vraiment, il n'y a pas de règle pour les commentaires. Faut juste que tu fasses un commentaire qui est constructif. Tu peux pas juste dire bravo ou réécrire ce que la personne a écrit dans son post. Ça n'a aucun intérêt, ça gonfle plus les gens qu'autre chose. Mais c'est, en gros, ta vente, elle se fait à travers tes posts, elle se fait à travers ton setting, elle se fait à travers les actions que tu mets en place. Mais la stratégie de commentaire, ça permet de te rendre visible auprès des bonnes personnes et surtout de montrer à l'algorithme que tu existes correctement. Ensuite, la dernière étape avec tout ça, j'en ai parlé succinctement tout à l'heure, c'est l'analyse. En fait, poster engagé, c'est bien, mais le principe d'une bonne stratégie, c'est qu'elle est optimisée. Donc en fait, tu dois impérativement analyser ton contenu minimum 2 fois par mois, c'est-à-dire revenir sur tes posts. Quel était l'objectif du post? Est-ce que l'objectif a été rempli? Ça t'a rapporté combien? Ça a eu quel type d'interaction? Quel type de commentaires ont été laissés? Est-ce que quand tu reviens là-dessus, ça te donne d'autres idées de posts que tu peux décomposer? Est-ce que tu as mis suffisamment de preuves sociales? Qu'est-ce que tu pourrais mieux faire la prochaine fois? Qu'est-ce que tu dois dupliquer pour refaire la fois suivante? Donc en gros, tu viens vraiment analyser les datas qui sont propres à chacun de tes posts et voir si tu remplis l'objectif ou non et voir comment tu peux continuer dans cette lancée. C'est-à-dire que d'un post, tu peux te dire, ça, je pourrais aussi aborder ça de cet angle-là ou cet angle-là. Ah tiens, il y a une personne en commentaire qui a rebondi sur cette partie-là de mon post, peut-être que ça peut faire un post à part entière. Tiens, on a mentionné le fait que j'ai eu tel résultat avec mon client, c'est vrai que j'ai pas fait de post de vente sur les résultats de mon client récemment, et ça me donne des nouvelles idées. Et aussi, tout est relié à la typologie de post que tu fais. Un post mainstream, s'il fait beaucoup d'impressions, là tu te demandes, ok, comment je peux essayer d'en créer un concept de manière à dupliquer le format et s'assurer que je vais beaucoup plus vite dans l'exécution derrière. Donc très important, la partie analyse, elle est primordiale. Oui, ça te prend un petit peu de temps, mais en fait, ça t'en fait gagner énormément parce que c'est ce qui te permet d'optimiser tes résultats et c'est ce qui te permet de trouver d'autres idées en parallèle des rétrospectives dont on a parlé tout à l'heure. Pour te montrer aussi que l'ensemble des stratégies organiques et du mixband via LinkedIn sont à adapter en fonction de ton marché, je te prends l'exemple de 2 clients que j'ai accompagnés qui sont sur des marchés radicalement différents, des expertises radicalement différentes. Premier exemple, c'est un client qu'on a accompagné qui s'appelle Sylvain et qui est consultant en restructuration organisationnelle pour les grosses boîtes. Beaucoup d'années d'XP en tant que salarié dans différents domaines, une très grosse expertise, un très haut TJM. Il va chercher une typologie de marché qui est très traditionnelle, qui est très corporate et surtout sur une expertise qui est ultra pointue. Gros enjeu de crédibilité et évidemment que les codes à adopter ne sont pas les mêmes que pour ma deuxième cliente qui est CM. Donc lui, le mixband qu'on a construit avec lui, c'était une présence sur LinkedIn de 2-3 fois par semaine, peu entre guillemets par rapport à ce qui est préconisé pour d'autres domaines d'activité. Pourquoi? Parce que la typologie de marché qui est recherchée est une typologie de personnes cadres ou dirigeants qui n'ont pas que ça à faire que de scroller sur LinkedIn et de consommer du contenu et qui, du coup, se projettent de la même façon sur les personnes qui vont lire et quelqu'un qui publie tous les jours, peut-être que ça leur fait se dire, cette personne a le temps de le faire, mais surtout parce que en publiant moins, tu t'assures de faire du contenu qui est beaucoup plus qualitatif. Et elle, étant donné que sa cible, c'était des personnes, un marché bien particulier, il fallait que ce soit des posts qui mettent en avant un maximum son expertise et des cas clients, des références, donc pas de carrousel, pas de selfie faite avec son téléphone, mais des visuels qui sont adaptés à sa cible. Des photos professionnelles, des caricatures, bref, je vais pas tout épiloguer ici, mais une présence sur LinkedIn bien particulière, orientée expertise, storytelling professionnel à fond, très peu de posts mainstream, une typologie de post mainstream bien particulière et à fond reliée à son expertise, et une présence relativement légère par rapport à d'autres personnes qui servaient de gros levier. Sur son profil, qu'on a dû évidemment cleaner, il a fallu aussi relier ça à un site propre. Pour quelle raison? Parce que c'est un marché qui est corpo. Sur le marché corpo, sur le marché traditionnel, on veut un site. On veut pouvoir voir présenter les études de cas, voir présenter aussi le parcours de la personne. On veut pouvoir apprendre un petit peu d'informations sur la personne, voir présenter les offres. Très important d'avoir un site propre. Ensuite, on l'a mis en avant sur des plateformes qui recherchent des experts à un très haut TJM pour son mixband et on a fait une stratégie de prospection et de setting ultra ciblée via LinkedIn suite à un contenu qu'il a réalisé, en l'occurrence du setting ici, ou un intérêt particulier qui a été émis. Bien particulier et en très peu de volume parce que ici, le but c'était vraiment de mettre en avant l'expertise et de surtout pas se donner une mauvaise image sur un marché où les gens se parlent beaucoup entre eux. Donc ça, c'était une partie très succincte du mixband qui a été mis en place avec cette personne. Et juste pour montrer, ces posts LinkedIn performaient auprès des bonnes personnes quand on analysait les interactions. Et surtout, ils performaient en termes de likes, mais aussi côté cible, hyper intéressant. Les gens qui ont interagi sont des profils très pertinents. Pour le coup, quasiment que des cadres du privé.
c'est-à-dire vraiment des personnes de sa cible. Une autre typologie de mixband mise en place avec une personne qui a un domaine d'activité radicalement différent, une cible radicalement différente, son mixband marketing qui a été mis en place, c'était 5 posts par semaine sur LinkedIn. Pourquoi 5 posts par semaine? Parce qu'elle est CM, elle doit montrer, elle doit être sa propre preuve sociale, elle doit montrer qu'elle maîtrise les réseaux, elle doit montrer qu'elle arrive à être disponible, qu'elle arrive à réaliser beaucoup, qu'elle arrive à faire des statistiques. Donc comment on fait des statistiques en textant un maximum de choses encore une fois, et comment on montre qu'on maîtrise les réseaux, parce qu'on est capable d'avoir plein d'idées créatives, etc., etc. Le but aussi de publier autant de fois, c'est vraiment d'être top of mind. C'est un marché qui est très concurrentiel, outre par son positionnement, il fallait quand même qu'elle reste toujours présente aux yeux de sa cible, en étant un maximum présente. Donc on a fait beaucoup de mainstream, relative au milieu de la communication, pour être un maximum visible, parce que qui plus est, tout le monde a besoin de CM aujourd'hui, donc il y avait d'autant plus un enjeu de visibilité, et beaucoup de storytelling pour créer un maximum de liens avec elle, qui avait une super personnalité, et évidemment des posts expertise pour montrer qu'elle maîtrise son domaine d'activité. Mais évidemment qu'il y avait des postes expertise, des postes de vente, mais il y avait plus d'intensité qui a été mise sur la partie storytelling et sur la partie mainstream que le consultant qu'on a pu accompagner. Ensuite, son profil était pensé pour la conversion, pas de site, ça servait pas dans son cas, vraiment un profil qui est bien pensé pour la conversion, présent sur une seule plateforme bien spécifique de freelancing, de la prospection manuelle beaucoup plus ciblée, différents types de prospection que la prospection mise en place avec le consultant, parce que en fait il avait falloir faire un petit peu plus de volume en allant sur des centres d'intérêt différents et du partenariat avec des agences qui ont besoin de CM pour de la sous-traitance. En l'occurrence, c'est une petite vision. Le partenariat, on a fini par l'arrêter, mais c'est quelque chose sur lequel elle a été positionnée au début, et au final elle a eu tellement de résultats, elle est passée au-dessus de la barre des 5 000 € par mois assez récemment d'ailleurs, alors qu'elle a commencé avec nous, elle venait de perdre son seul et unique client, donc elle partait vraiment de zéro, et donc elle a fait elle a pu capitaliser sur ce qui l'a intéressé le plus, c'est-à-dire de travailler avec les marques en direct et avoir de très beaux résultats. Donc là, par exemple, des posts qui performaient beaucoup, alors qu'on venait de commencer la stratégie, au moment où on a fini de travailler avec elle, elle venait de partir de zéro et de faire quasiment ses premiers 3 000 € de chiffre d'affaires en un mois. Maintenant, elle est passée à 5 000 €. Et voilà, 3 rendez-vous prospects par semaine, plus de 1700 abonnés sur les 3 mois d'accompagnement. Des contrats qui lui rapportent quasi 3 000 € par mois, du one-shot, mais aussi du long terme. Et surtout, c'est le type de message qui se fait le plus plaisir, c'est le fait qu'elle était très contente et très satisfaite de l'accompagnement. Ce qui montre encore une fois que à partir du moment où tu mets en place une stratégie avec quelqu'un, oui c'est bien, ça lui permet d'avoir des résultats, mais en fait si tu arrives à lui faire apprécier le process, à lui faire comprendre ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas faire, la personne, elle est satisfaite de ton résultat, de ton travail, elle va vraiment du coup te recommander nécessairement, mais aussi elle va d'autant plus continuer et apprécier le travail que vous avez fait ensemble, parce qu'elle a appris justement à apprécier le travail réalisé, en l'occurrence quand tu fais de l'accompagnement. Bref, en tout cas, ce système-là, ton mixband, il doit être adapté à ton marché, à ta cible, et pas uniquement à LinkedIn. Enfin, comme on le voit avec le consultant, on n'a pas fait une stratégie très LinkedInienne versus beaucoup plus LinkedInienne avec la CM, parce que tout est adapté à ton marché. Ça, c'est exactement ce qu'on construit avec nos clients, un système qui va être adapté à chaque domaine d'expertise. C'est ce qu'on construit dans le cadre de l'accompagnement pour du scale en one-to-one. Bref, c'est un accompagnement personnalisé. Si tu veux qu'on construise ça ensemble, qu'on puisse aller chercher des très beaux résultats, mais surtout construire un système qui va être adapté à toi, qui va te faire perdre le moins de temps possible pour aller chercher le plus de résultats possible. Le lien pour réserver un diagnostic stratégique avec mon responsable d'accompagnement est directement dans la description. Je te laisse candidater si ça t'intéresse. Donc, pour résumer, maintenant tu as le système complet d'acquisition, le mixband marketing, qui va te permettre de mettre en place des actions par toi-même, qui vont te demander de l'intensité au quotidien, de la prospection, mais des actions aussi qui vont te mettre bien positionné au bon endroit où ta cible va te consommer pour qu'elle vienne naturellement à toi, notamment le principe phare, c'est LinkedIn. LinkedIn qui va te servir de centre pour nurturer tous tes prospects qui vont venir via d'autres canaux, qui vont être nurturés via le type de contenu que tu vas faire, où tu vas leur montrer que tu es une personne cool, que tu es une personne experte et que tu as des résultats avec tes clients. Le setting qui va faire que tu vas engager avec les personnes qui te portent un intérêt, et c'est comme ça que tu crées un réel tunnel d'acquisition. Évidemment, derrière tout ça, oui, c'est bien, tu vas avoir des leads, ça c'est sûr et certain. Il faut que tu mettes en place un bon système commercial, parce que c'est le système commercial qui va te permettre aussi de toujours augmenter ta valeur perçue aux yeux de ton prospect, lui faire vivre une bonne expérience, et donc d'autant plus te dire que tu es professionnel, que tu es expert dans ton domaine d'activité, et c'est ça qui va te permettre de convertir. L'acquisition te permet de générer des leads, te permet de générer des prises de contact, quelles qu'elles soient, avec ton prospect. La partie commerciale te permet de les convertir et de générer des clients. Donc je t'invite à regarder la vidéo qui a été faite à ce sujet pour être capable, maintenant, de faire rentrer du cash dans ton activité.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, c'est quelque chose de très théorique. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Je te mets directement dans la description tous les éléments supports que tu vas pouvoir retrouver pour pouvoir mettre en application ce qu'on a vu ensemble. Encore une fois, tout est adapté par rapport à ton marché, à ta cible. N'oublie pas les canaux qui sont bien spécifiques à toi, sur lesquels tu dois te positionner. La prospection, le setting et LinkedIn, c'est obligatoire, mais encore faut-il savoir comment l'orienter, comment le construire pour que ça corresponde à la personne que tu veux viser, c'est-à-dire ta cible, ton client type. Ta création de contenu, pareil, elle va être adaptée avec l'image que tu veux renvoyer et avec la personne à laquelle tu souhaites t'adresser. Tout ça, ça demande beaucoup de stratégie. Et si tu veux qu'on construise cette stratégie ensemble, je t'invite à réserver un appel diagnostic avec une personne de l'équipe. Sur ce, eh bien, bon travail, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, évidemment, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à me faire savoir d'une manière ou d'une autre que tu as apprécié ton contenu. C'est ce qui m'aide à continuer d'apporter autant de valeur au quotidien. On se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.